Alors, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette conférence ce soir à l'Agora des Savoirs et dans le cadre de la Semaine du Cerveau, Madame Sylvie Droit-Vollée. Vous êtes professeure des universités en psychologie à l'Université de Clermont-Ferrand. Votre discipline, c'est... Clermont-Auvergne. Ah, Clermont-Auvergne, voilà. Ça a changé. Ça a changé. Dans la ville de Clermont-Ferrand. Donc, vous travaillez au sein d'un laboratoire de psychologie sociale et cognitive qui s'appelle le LAPSCO. Oui. Et c'est un laboratoire CNRS. Et vous êtes la directrice adjointe. Oui. Vous êtes... Allez-y, continuez. Je présente... Voilà, c'est tout pour le CV. Après, ça va être plutôt sur votre travail. Donc, vous êtes venu nous parler ce soir de la perception du temps par le cerveau. Et nous vous en remercions. Le temps est bien sûr un objet passionnant. Il est au cœur d'un vif questionnement existentiel, puisque nous savons tous que le temps nous est compté. Le temps nous interroge, oui. Et visiblement, pour vous, c'est un objet de questionnement constant. J'ai été très surprise de découvrir que vous avez commencé à écrire dès le début des années 90 sur ce sujet. Et que... Ça vieillit un peu. Oui, il y a longtemps. Disons que c'est un objet constant dans la recherche, ce qui est quand même pas toujours le cas pour les enseignants-chercheurs et pour les chercheurs. Donc pour vous, c'est vrai que c'est un objet que vous avez toujours travaillé depuis presque 30 ans, si je puis me permettre. Vous avez publié un très grand nombre d'articles, plus de 150, pour ce qui concerne les articles publiés dans des revues scientifiques reconnues. Vous avez publié en plus des chapitres d'ouvrages, des ouvrages et des articles de vulgarisation scientifique. Donc c'est un travail absolument conséquent sur cet objet-là qui est le temps. Donc si le temps est un objet des discours ordinaires, il est bien sûr un objet de la science et il traverse les disciplines, que ce soit dans les sciences dites dures et les sciences humaines. On le retrouve entre autres comme objet des mathématiques, de la physique, de la biologie, de la géologie et, pour ce qui concerne les sciences humaines, aussi en philosophie, histoire, sociologie, psychologie pour ce qui vous concerne et sciences du langage, linguistique pour ce qui me concerne. Donc c'est en tant que voisine au sein des sciences humaines qu'il m'a été demandé d'introduire votre conférence. Donc d'une certaine manière, et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai accepté de faire ce petit travail-là d'introduction, donc d'une certaine manière, chaque discipline construit son objet, le temps, et révèle ainsi les présupposés et les méthodes qu'elle adopte. On verra dans votre conférence la manière dont vous définissez le temps et comment vous l'appréhendez, puisque vos travaux rendent compte d'expériences menées en laboratoire. Ces travaux se concentrent sur la perception subjective du temps. Je pense qu'on peut peut-être nommer ainsi votre thématique, c'est-à-dire la façon dont un sujet élabore sa perception du temps. Vous vous intéressez très précisément à la façon dont un enfant va progressivement, depuis la naissance jusqu'à l'adolescence, construire son rapport au temps avec des étapes clés qu'il franchit peu à peu. La perception du temps s'élabore selon vous à partir de ce que vous identifiez comme une horloge interne et en relation avec l'environnement. J'imagine que vous allez revenir sur cette articulation-là entre horloge interne et relation avec l'environnement. Puisqu'il est question ici du cerveau, évidemment l'horloge interne va renvoyer à ces questions-là, mais pour vous aussi, il y a un apprentissage social du temps. Ça me paraît très intéressant de voir comment vous allez articuler ça. Ainsi, le temps, pour vous, ce peut être apprendre à se situer dans une journée, dans un calendrier, mais aussi l'apprentissage de l'attente. J'ai lu quelques écrits de vous sur ça, comment un enfant apprend à attendre. Vos travaux abordent aussi la façon dont la perception du temps varie en fonction des émotions, mais aussi en fonction de l'âge. Il sera aussi question du vieillissement, si j'ai bien compris. Pourquoi le temps semble passer vite
ou au contraire passer lentement, ce qui renvoie, il me semble, à une expérience commune que nous avons tous. Peut-être grâce à vous, allons-nous en apprendre un peu plus. Pourquoi les vacances d'été de notre enfance, pour ce qui me concerne en tout cas, nous apparaissaient-elles infiniment longues? Et pourquoi, devenus adultes, il nous semble que nous courons toujours plus après le temps? Et s'il y a un temps objectif, comme vous l'écrivez dans vos travaux, avons-nous au moins quelques possibilités de suspendre notre temps subjectif? À vous lire, il semble que oui. Merci beaucoup. Bonne conférence. Alors, merci d'être présents. Je vois que vous êtes nombreux, donc beaucoup de personnes s'intéressent au temps, mais parce que ça vous implique directement. Donc, merci de m'avoir invité pour finalement parler un peu de ce que je fais. C'est-à-dire que je travaille depuis de longues années sur le temps. Je publie beaucoup, parce que finalement, je ne comprends rien au temps. C'est pour ça que je continue à rechercher, comme tous les chercheurs. Hein. On cherche, mais on ne trouve pas toujours. Néanmoins, j'ai quand même quelques éléments de réponse sur cette notion très complexe de temps. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de notre rapport au temps. Le temps, c'est quelque chose qui est fondamental parce qu'on vit dans le temps. On vit toujours par rapport au temps. En fait, on subit en permanence les lois du temps. Par exemple, après 30 ans, voire 40 ans, qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit des rides qui se marquent sur notre visage. On aperçoit des rides qui forment en quelque sorte un sillon. Et ces sillons marquent une forme de route. Ça marque la route vers quoi? Vers notre destin. Et quel est notre destin? Notre destin, c'est la mort. L'homme, il a une conscience aiguë qu'il va mourir. Il sait que son temps sur Terre est limité. Comme dirait Heidegger, c'est un être de finitude qui a une conscience aiguë qu'il a une fin. Et cette conscience aiguë qu'il a une fin, nécessairement, elle va créer chez lui une certaine angoisse, une certaine peur. Et cette angoisse importante va remettre en question sa vie. Plus simplement dit, elle va l'influencer au quotidien. Elle va l'influencer dans sa vie de tous les jours. Oui, l'homme, il vit dans le temps. Dès le matin, le temps se rappelle à vous. C'est le réveil, il sonne. Dès le matin, vous avez la pression temporelle. Il faut se dépêcher, parce qu'il ne faut pas être en retard au travail. Oui, mais vous pouvez peut-être songer à un autre jour, à demain. Demain, vous êtes encore dans le temps. Ou demain sera plus agréable, parce que vous avez prévu de ne pas aller travailler, mais au contraire, de profiter des loisirs, de faire un peu de sport. Le lendemain, vous faites ce sport-là, mais vous vous apercevez que vous avez un peu de difficulté. Vous êtes un peu essoufflé, un peu de courbature. C'est encore le temps qui se rappelle à vous parce que vous avez un peu vieilli. Vous n'êtes plus comme avant. Donc le temps est omniprésent. On vit le temps. On est en quelque sorte le temps. Du même coup, comme on vit le temps, comme on est le temps, on en parle sans cesse. Tous les jours, on fait appel au temps. On parle, le temps passe vite, le temps passe lentement. Qu'est-ce que tu feras demain? On parle sans cesse du temps. Toutefois, même si on parle sans cesse du temps, parfois on ne se comprend pas. On ne se comprend pas parce que sous le même terme, on pense à des choses totalement différentes. On ne parle pas tous du même temps, sur le même terme de temps. On n'étudie pas tous le même temps. Il faut savoir que le temps est un sujet d'étude par excellence transdisciplinaire. Tout le monde travaille sur le temps. Vous avez les physiciens qui vont travailler sur le temps. Vous avez les biologistes qui travaillent aussi sur le temps. Les historiens travaillent sur le temps. Les psychologues, comme moi, travaillent sur le temps. Les philosophes, et j'en passe et j'en passe. Tout le monde part sur le temps. Mais en même temps, on ne travaille pas réellement sur la même chose. Si je reviens au travail sur les physiciens, ils vont travailler sur un temps, le temps de l'univers, qui est en dehors de toute conscience humaine.
c'est uniquement une petite élite qui va réussir à comprendre ce temps-là parce qu'il va faire l'effort de comprendre des équations mathématiques permettant de voir le temps au niveau de l'univers. C'est en dehors de notre conscience. Les physiciens vont travailler sur ce temps de l'univers et les biologistes, eux, vont travailler sur un autre temps. Ils vont travailler sur des micro-temps qui sont nichés dans les cellules. À l'opposé, les historiens, ils ne s'intéressent pas à des micro-temps. Ils s'intéressent à des échelles de temps immenses, de plusieurs années, plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et les psychologues, eux, s'intéressent aussi à une autre forme de temps. Ils vont s'intéresser, par exemple, à la représentation que l'homme a du temps en tant que tel. Ainsi, tout le monde utilise le même terme, le même vocable, mais sous ce vocable, il y a plusieurs sens, plusieurs significations. Vous avez donc des personnes très célèbres, comme Étienne Klein, qui est philosophe et physicien, qui a rédigé des ouvrages sur le temps et qui fait des conférences d'université à université, et qui veut un peu mettre de l'ordre dans la signification que l'on accorde au temps, et qui propose des conférences en disant qui a autorité pour parler du temps. Fondamentalement, il pense que c'est peut-être la physique qui a autorité pour parler du temps. Il pense qu'il est finalement peut-être du bon côté, c'est-à-dire du côté des sciences dures, des sciences exactes, et non du côté des sciences molles comme la psychologie. C'est ce terme, des sciences molles. Donc moi, j'appartiens aux sciences molles. Mais tout le monde a le droit de parler du temps. Personne n'a la vérité sur ce qu'est le temps. Le problème, c'est uniquement d'arriver à définir clairement ce dont on parle. Donc moi, je vais définir clairement ce dont les psychologues parlent, ce que disent les psychologues à propos du temps. Pour la psychologie, en fait, on s'intéresse finalement peu à la réalité du temps physique. On pourrait reprendre ici une citation de Shakespeare qui dit « Se demander pourquoi le jour est le jour, la nuit est la nuit, le temps est le temps, n'est rien d'autre que perdre la nuit, le jour et le temps. » Donc les psychologues ont arrêté de se poser cette question-là, de savoir ce qu'était réellement le temps. En fait, peut-être que le temps n'existe pas, comme sembleraient le démontrer certaines théories en physique. Peut-être que finalement, le temps n'est qu'une illusion. C'est une illusion parce qu'on n'a pas les capacités de regarder les choses dans les détails. Mais peu importe, cette illusion, elle est importante pour nos comportements au quotidien. Donc il faut continuer à essayer d'étudier cette illusion humaine. Peut-être qu'en réalité, le temps est élastique. Et le temps n'est pas, comme on se le représente, un flux continu d'informations, un flux linéaire, constant. Essayez de vous représenter le temps. Quand vous essayez de penser au temps, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez la flèche du temps. Donc c'est une représentation d'un temps qui s'écoule toujours de façon monotone. Or, en physique, on démontre que non, le temps est élastique. Il va varier en fonction des mouvements et de leur vitesse. Et on verra aussi que d'un point de vue psychologique, le temps n'est pas constant. Au contraire, le temps est aussi élastique. Il va varier au gré de nos états d'âme, au gré de nos émotions. Quoi qu'il en soit, même si le temps n'existe pas, même si le temps est élastique et non continu, la psychologie s'en intéresse. Mais en fait, elle va s'intéresser uniquement au temps tel qu'il est vécu par l'individu. Elle va s'intéresser au temps tel qu'il est représenté dans l'esprit par l'individu. Et elle va s'intéresser aux différentes conduites de l'homme face au temps. Donc on s'intéresse au temps vécu, au temps représenté et aux conduites face au temps. Néanmoins, il faut être conscient que les conduites face au temps sont extrêmement variées.
il n'y a pas une seule forme de temps, mais il y a de multiples facettes de temps. On pourrait dire que le temps n'est pas unique, n'est pas singulier, le temps est pluriel. Prenons quelques exemples sur ces différentes facettes du temps. Quand on parle du temps, on peut évoquer, par exemple, ce que l'on appelle l'horloge biologique, qui diffère, on verra, de l'horloge interne. L'horloge interne qui est utilisée pour estimer les durées, alors que l'horloge biologique, elle est impliquée dans les rythmes. C'est un mécanisme bien particulier. On voit ici dans l'horloge biologique tout ce qui est du domaine des rythmes, que vous connaissez, par exemple les rythmes circadiens, les rythmes veille-sommeil, qui vont être gérés par des structures cérébrales particulières. Donc là, les rythmes biologiques impliquent des mécanismes différents que l'estimation du temps. Donc ça, c'est une forme de temps, parmi d'autres. Parmi les autres formes de temps, vous avez aussi le calendrier. Le calendrier, c'est un temps social. C'est une pure convention sociale. À un moment donné, des êtres humains ont décidé de décomposer le temps en années, en mois, en semaines, en journées. Et l'enfant, il se trouve obligé d'apprendre par cœur cette représentation du temps. Au début, ça ne correspond à rien pour lui. Il vit le jour. Il y a peut-être un avant, un après, mais il n'y a pas un lundi, un mardi, un mercredi. Ce sont des étiquettes qu'on va coller à des journées de façon arbitraire. Si vous demandez, par exemple, à un enfant quel jour il y a après mercredi, si cet enfant est âgé de 7 ans, sans problème, il va rapidement dire jeudi. Mais si l'enfant est âgé de 5 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il récite la leçon qu'il a apprise par cœur. Il va dire, il est incapable de dire directement jeudi, il va dire lundi, mardi, mercredi, donc c'est jeudi. Donc on voit bien qu'ici, c'est une représentation conventionnelle qu'il a apprise par cœur grâce à ses enseignants et grâce à ses parents. C'est la même façon pour une autre forme de temps qu'est le temps de nos montres. Le temps de nos montres, c'est en quelque sorte un temps social, collectif, qui nous a été imposé, qu'on a choisi dans nos sociétés industrielles, parce qu'il est important de mesurer le temps. On doit tous être au travail à la même heure, à 8 heures. Pas de retard accepté dans ce cadre-là. Donc on voit bien que la société a eu besoin de créer une mesure du temps pour que gérer les individus du point de vue de leur collectif. Puis, parmi les autres facettes de temps, vous avez ce que l'on appelle la perspective temporelle. Certains parlent aussi d'horizon temporel. C'est encore une autre forme de temps. Cette fois, c'est plutôt un temps autobiographique. C'est le temps de notre histoire. Le temps autobiographique, c'est le fait de parler de soi au présent. Et on parle de soi au présent en fonction de ce qu'on a été et en fonction de ce que l'on sera plus tard. Donc c'est parler de soi dans la perspective temporelle, ici dans l'empan de la vie, en rapport avec le passé, présent et futur. Puis, parmi les autres formes de temps, mais il y en a d'autres, vous avez ce que l'on appelle les durées physiques des événements. On va parler ici, c'est ce que j'étudie de façon plus précise, de jugement des durées des événements ou de perception des durées des événements. Et vous avez encore ce que l'on appelle la conscience de l'écoulement du temps, le sentiment que le temps passe plus ou moins vite. Et comme on va voir, chacun des formes de temps que je viens de décrire implique des mécanismes complètement différents. Et le rôle du psychologue ou des neurosciences est d'analyser avec précision ces mécanismes qui sont sous-jacents à chaque forme de temps. Ce soir, je vais surtout évoquer ce que j'ai principalement étudié, 2 formes de temps. Je vais parler de l'expérience subjective du passage du temps, c'est-à-dire du sentiment que le temps, il passe vite ou que le temps ralentit. Le sentiment que vous attendez une personne aimée, elle ne vient pas, vous avez l'impression que le temps traîne, le temps était très long.
En revanche, vous apercevez cet être aimé, ça y est, le temps s'envole. Le temps change d'allure en fonction de vos émotions, de vos sentiments. Et donc, on va parler de cette conscience du temps qui passe. Et on parlera également de la perception, du jugement des durées physiques. Quand j'entends par la perception, le jugement des durées physiques, c'est la perception de la durée des événements ou la perception de l'intervalle temporel entre deux événements. C'est-à-dire, j'ai un événement et il y en a un deuxième qui doit arriver dans le temps. Je suis dans la capacité de prédire la venue de cet événement. Donc, ça évoque la durée des événements comme les intervalles temporels. Parlons d'abord du jugement du passage du temps. Ce sentiment que le temps s'accélère ou au contraire se ralentit. En fait, il a surtout été étudié par les philosophes, mais il a peu été étudié par les psychologues et par ceux qui travaillent dans le domaine des neurosciences. Pourquoi il a peu été étudié par les psychologues ou ceux qui travaillent dans le domaine des neurosciences? C'est parce qu'ils s'intéressent plus à la perception des durées des événements physiques. Parce que l'idée, c'est que avec la durée des événements physiques, on a un mécanisme cérébral spécifique, une horloge interne, qui permettrait d'effectuer ce type de jugement. Donc les psychologues, les neurosciences, n'ont pas voulu travailler sur la conscience du temps et ses variations avec les émotions, et se sont intéressés plutôt à des mécanismes précis d'estimation du temps. Mais néanmoins, on a commencé avec des collègues à retravailler sur cette conscience du temps, du passage du temps. Et dans ce cadre-là, on a travaillé sur le sentiment que le temps passe plus vite en vieillissant. Est-ce que vous avez ce sentiment que le temps passe plus vite en vieillissant? Oui, tout le monde a ce sentiment-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, les psychologues ont dit oui, comme les gens expriment ce sentiment que le temps passe plus vite en vieillissant, c'est un fait psychologique. Donc, pendant plusieurs années, ils ont essayé d'étudier ce fait psychologique. Certains ont élaboré des courbes très jolies mettant en rapport le sentiment du passage du temps avec, ici, l'âge. Et ils ont dit, oui, effectivement, plus on vieillit, plus on a le sentiment que le temps passe vite. Puis, une fois que le phénomène était établi d'un point de vue scientifique, statistique, les psychologues, les chercheurs ont essayé d'expliquer ce phénomène. D'abord, certains ont dit « Oh, mais c'est certainement lié à notre horloge interne. En vieillissant, on ralentit et du même coup, notre horloge interne doit ralentir. Si notre horloge interne ralentit, du même coup, le temps extérieur semble passer plus vite. Et ça permettrait d'expliquer ça. » Puis d'autres psychologues ont dit « Non, 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 vous vous trompez. C'est pas un problème de ralentissement d'horloge. C'est lié à autre chose. C'est peut-être lié à un problème d'attention. C'est parce que quand on vieillit, on porte moins attention au temps. Si on porte moins attention au temps, on oublie le temps. Et le temps nous oublie. » Puis d'autres disent « Non, ce n'est pas un problème d'attention, ni un problème d'horloge. C'est certainement un autre problème, notamment un problème de mémoire. » Peut-être que finalement, quand on vit les événements pour la première fois, on s'en rappelle bien. Puis quand on vieillit, les événements se cumulent, malheureusement. Ils se cumulent, et on les mémorise moins bien. C'est-à-dire qu'on se les rappelle moins bien en mémoire à long terme. Comme on se rappelle moins bien les événements en mémoire à long terme, proportionnellement, le temps semble aller plus vite parce qu'il a moins de contenu en tant que tel. Toutefois, avec un collègue, je veux dire, j'avais appris ces théories quand j'étais étudiante. Puis, au bout d'un certain temps, je me suis posé des questions parce qu'on est face à qu'on a appelé avec John Verdon, qui travaille à l'université de Manchester. On s'est posé la question du paradoxe temporel de nos grands-mères. Ma mère est par exemple âgée. À chaque fois, elle déclare que le temps passe vite en vieillissant, comme vous, comme moi. Et à chaque fois que je vais la voir, maintenant malheureusement elle est en EHPAD, elle se plaint du temps qui ne passe pas vite. Elle dit que le temps s'étire. Il y a un paradoxe. Si j'ai bien compris, normalement, les années sont constituées de mois et les mois sont constitués de jours.
Donc si les jours s'étirent, sont très longues, les journées sont très longues, nécessairement, le temps ne devrait pas passer vite. Donc on est ici face à une certaine forme de paradoxe. Elles expriment que le temps passe vite en vieillissant, alors qu'en réalité, le temps traîne dans la vie de tous les jours. Aussi, on a essayé de voir si ce sentiment que le temps passe plus vite existait réellement dans la réalité psychologique des individus. C'est-à-dire, est-ce qu'au quotidien, les personnes vieillissantes, elles vivent réellement une accélération du temps? Pour pouvoir interroger les personnes, on a utilisé ce que l'on appelle la méthode d'échantillonnage des expériences. En fait, c'est une méthode écologique où on va remettre aux personnes jeunes et âgées un téléphone portable. Et elles gardent le téléphone portable sur elles pendant 5 jours. Donc, elles ont leur téléphone dans la vie quotidienne. Et 8 fois par jour, il y a un appel téléphonique. Et à ce moment-là, elles doivent répondre à une série de questions. Une première question qu'on va leur poser, c'est sur leur sentiment vis-à-vis du passage du temps. Est-ce qu'elles font l'expérience à ce moment-là que le temps passe vite ou alors que le temps ralentit? Ajouter à cette question sur le passage du temps, on va leur poser des questions sur leur état émotionnel. Au moment de l'appel, est-ce que vous y étiez plutôt triste ou au contraire plutôt joyeux? Est-ce que pendant cet appel, vous étiez plutôt endormi ou au contraire, vous étiez plutôt excité, énervé? On leur a posé aussi des questions sur leur activité. L'activité que vous étiez en train de faire, est-ce qu'elle était passionnante? Est-ce qu'elle captait toute votre attention? Ou au contraire, vous ne faisiez rien du tout, vous étiez en train de vous ennuyer? Est-ce que vous étiez seul? Etc. Plusieurs questions étaient posées pour essayer de décrire ce qu'ils vivaient au quotidien, au moment de ce ressenti vis-à-vis du passage du temps. D'abord, ici, vous trouvez les résultats que l'on obtient chez les personnes jeunes et âgées. Cette fois, c'est des personnes âgées entre 65 et 75 ans. Lorsqu'on leur pose la question, est-ce que le temps passe plus vite en vieillissant ou est-ce que le temps passe plus vite maintenant qu'avant? On peut tout de suite constater sur les graphiques qu'il n'y a aucune différence entre les déclarations des personnes jeunes et les déclarations des personnes âgées. Quel que soit son âge, même quand on est jeune et qu'on n'a que 20 ans, avec peu d'ancienneté et peu d'expérience, on déclare qu'à 20 ans, le temps passe plus vite qu'avant. Donc tout le monde, quel que soit son âge, adhère en quelque sorte à cette croyance. Tout le monde fait la même déclaration. Maintenant, si on analyse le jugement du passage du temps au quotidien, dans le présent, qu'est-ce qu'on constate? On constate, là encore, sur les 5 jours que j'ai évoqués, qu'il n'y a aucune différence significative entre les jeunes et les personnes âgées. Donc finalement, c'est totalement faux. Dans la vie quotidienne au présent, le temps ne passe pas plus vite chez les personnes âgées. C'est pas vrai, c'est pas un problème d'âge. C'est uniquement un problème de personne en tant que telle. En fait, le sentiment d'accélération ou de ralentissement du temps va dépendre essentiellement de 2 facteurs. Le premier facteur qui va être déterminant, c'est un facteur qui va être lié aux émotions. Sur ce graphique, on voit ici les variations du changement du temps en fonction de différents facteurs. Et les facteurs qui vont jouer directement de façon significative sur votre sentiment d'accélération du temps vont être des facteurs liés, par exemple, à la tristesse ou la joie. Les personnes qui sont heureuses dans le présent, qui sont heureuses dans le quotidien, expriment le fait que le temps s'envole, le temps passe vite. Au contraire, les personnes qui sont tristes ont tendance à dire que le temps ralentit. Et on retrouve ça du reste chez les personnes souffrant de dépression. Chez les personnes souffrant de dépression, elles expriment ce sentiment que le temps traîne, le temps passe extrêmement lentement. Donc le facteur majeur sur nos sentiments
de passage du temps et ces variations sont liées aux émotions. Le deuxième facteur qui va jouer un rôle important, ça va être l'activité que l'on fait au quotidien. Si cette activité, elle capte ou non toute l'attention. Si on réalise, même si on est âgé, une activité qui nous passionne, on est peintre, on fait la peinture, on est sculpteur, on fait la sculpture, on aime jouer aux cartes, on est passionné par cette activité, dans ces cas-là, le temps s'envole, le temps passe très vite. Si au contraire, on s'ennuie, on regarde sans cesse sa montre, notre conscience est centrée, focalisée sur le passage du temps, et du même coup, le temps nous pèse. Il semble extrêmement long. Donc, ce sont les émotions et les activités qui influencent notre expérience subjective du passage du temps. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de sentiments du passage du temps avec le vieillissement. Le premier type de sentiment du passage du temps, c'est un passage du temps qui est déduit à partir de l'évaluation du temps de la vie. Si vous posez la question aux personnes, si pendant ces 5 dernières années ou ces 10 dernières années, donc pendant une période longue de leur vie, le temps est passé rapidement, elles vont dire oui. Donc effectivement, tout le monde déclare que le temps est passé vite, c'est une déclaration, parce qu'on fait le constat que déjà 5 années, 10 années se sont écoulées, alors que notre temps sur Terre est limité. Il ne reste peut-être plus que 20 ans, voire 10 ans. Donc cette déclaration, elle est faite que dans la perspective temporelle, en se projetant vers le futur. Et l'autre forme de jugement du passage du temps, cette fois, c'est le passage du temps dont on fait l'expérience au quotidien, au présent. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de sentiment d'accélération du temps avec l'âge. Tout au contraire, on a réalisé d'autres études où on a interrogé les personnes sur leur passage du temps, mais cette fois des personnes encore plus âgées de plus de 75 ans. Et on constate que si on s'intéresse à des personnes âgées de plus de 75 ans, pour le passage du temps au quotidien, il n'y a pas d'accélération, mais au contraire, vous allez trouver ici un ralentissement en tant que tel. Sur cette graphique, vous voyez le sentiment du passage du temps et l'âge, et on voit vraiment que cette courbe décline. Avec au-delà de 75 ans, dans le quotidien, au contraire, il y a le sentiment que le temps ralentit. Puis, vous retrouvez ici ces résultats très clairs avec les personnes âgés de moins de 75 ans et âgés de plus de 75 ans, on voit clairement qu'à partir de 75 ans, il y a un ralentissement qui s'effectue. Ici, vous voyez aussi sur ce graphique qu'on a différencié deux types de personnes âgées de plus de 75 ans. Des personnes qui vivent à domicile et des personnes qui vivent dans des EHPAD. Et on s'aperçoit que les personnes qui vivent dans des EHPAD, elles ressentent encore plus un sentiment de ralentissement du temps. Le temps s'étire encore plus. Mais à votre avis, pourquoi? Le temps ralentit encore plus, pourquoi? Mais parce qu'il y a un problème de perte d'autonomie. Comme il y a la perte d'autonomie, ça va affecter leur niveau d'éveil. Elles sont plus souvent endormies, plus souvent calmes, plus souvent dans la lenteur liée à leur perte d'autonomie. Or, le sentiment subjectif du passage du temps va dépendre de cet état d'éveil. Et un facteur aussi qui est très important, je vous ai dit que l'expérience subjective du passage du temps dépendait de nos émotions. Les personnes qui sont en EHPAD souffrent souvent de dépression, souffrent souvent d'un sentiment de tristesse très fort, et du même coup, elles éprouvent l'expérience d'un ralentissement du temps. Et dans ce cas-là, elles rejoignent totalement le sentiment exprimé par les personnes qui souffrent de dépression, qui disent systématiquement qu'il y a un sentiment, elles font l'expérience d'un ralentissement du temps. Donc, que signifie finalement notre discours sur le temps qui passe au quotidien? Il faut bien comprendre que ce sentiment du temps qui passe au quotidien n'est pas lié en tant que tel au jugement du temps,
n'est pas lié au jugement des durées. Ce sont des mécanismes complètement différents. Avec mon collègue John Weardon, on a réalisé toujours des méthodes, des expériences, avec la méthode d'échantillonnage d'expérience, où cette fois, on a interrogé les personnes sur le jugement de la vitesse du passage du temps, mais on les a aussi soumis en même temps à des tâches d'estimation de durée, de production de durée. Ils devaient, par exemple, soit produire une durée très courte, soit ils devaient juger verbalement la durée de présentation d'un stimulus. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il n'y a aucune corrélation entre ce que les personnes disent sur le jugement du passage du temps et ce qu'elles estiment en tant que tel sur les durées. Ce n'est pas parce que les personnes disent que le temps va plus vite qu'elles vont surestimer ou sous-estimer les durées. Ce n'est pas parce qu'elles disent que le temps passe plus lentement qu'elles vont sous-estimer et surestimer les durées. Ce n'est pas lié, parce que les mécanismes sont complètement différents. Et en fait, quand on regarde ce qui est du domaine du jugement de la vitesse du passage du temps, en fait, le seul prédicteur, ça va être les émotions en tant que telles, et non le jugement des durées. On observe donc l'absence de corrélation entre notre expérience subjective du passage du temps et nos jugements des durées. Cette absence de corrélation, on l'a répliquée dans d'autres études en utilisant des gammes de durée un peu plus longues. Précédemment, on était avec des durées de l'ordre des centaines de millisecondes. Maintenant, on va passer à des durées plus longues, de l'ordre de secondes. On va leur demander, par exemple, de produire des durées de l'ordre de secondes ou de juger la durée de présentation d'un stimulus. Et là encore, on va voir une absence de corrélation entre le jugement des durées et le sentiment du passage du temps. Puis, on a refait encore ce type d'étude, mais avec cette fois des durées beaucoup plus longues. On n'est plus dans la gamme des millisecondes, on n'est plus dans la gamme des secondes, mais on est à une autre échelle, dans la gamme des minutes. Donc tout un empan temporel important. Cette fois, on s'aperçoit que les mécanismes changent. Et quand on est dans la gamme des minutes, cette fois, on ne réplique pas les résultats parce qu'on observe une corrélation significative entre le jugement des durées de plusieurs minutes et l'expérience subjective du passage du temps. Vous retrouvez clairement sur ce graphique cette corrélation entre le jugement des durées longues, qui peuvent être entre 2 et 8 minutes, ou alors dans une autre expérience entre 8 et 32 minutes, et l'estimation des durées. Et d'ailleurs, on constate que le sentiment du passage du temps devient un prédicteur, cette fois, du jugement du temps. Que signifie alors cette corrélation entre le jugement des durées longues de plusieurs minutes et cette fois l'expérience subjective du passage du temps? Cette corrélation signifie que cette fois, il y a des mécanismes communs entre le jugement des durées longues et l'expérience subjective du passage du temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des théories qu'on a proposées permettant d'expliquer le jugement des durées longues, mais je vais uniquement noter que 2 mécanismes importants. Premier mécanisme important, ça va être des processus mnésiques, puisque dès qu'on travaille sur des durées longues, ça implique des processus de mémoire à long terme. Donc, ce qui va être en cause, ce sont des processus mnésiques. Et l'autre facteur qui va jouer un rôle, c'est la conscience de soi dans le temps. Du point de vue des processus mnésiques, dès qu'il s'agit de durées longues, de plusieurs minutes, l'estimation va se reposer sur la récupération en mémoire du contenu de l'intervalle temporel. Si la durée est très longue, on n'utilise pas un système d'horloge interne, mais on va a posteriori baser notre jugement sur ce qu'on va récupérer en mémoire. Et ce qu'on va récupérer en mémoire, ça va être le contenu de l'intervalle temporel, des informations non temporelles. Donc le jugement des durées longues, comme l'expérience subjective du passage du temps, est basé sur des processus de récupération en mémoire. Le deuxième facteur qui va jouer un rôle important, c'est la conscience de soi
dans le temps. Qu'est-ce que la conscience? Finalement, le temps, l'expérience subjective du temps, ça va dépendre de votre conscience de vous dans le temps, de votre conscience de durée. Plus précisément, ça va dépendre de l'analyse introspective de l'extension de soi dans le temps. En fait, vous avez plusieurs types de soi. Le soi, vous avez ce que l'on appelle, parmi les types de soi, vous avez la perspective temporelle de soi, le self-time perspective. Ça se rapporte à ce que l'on appelle le soi narratif. Le soi narratif, c'est qu'on a besoin, tout le temps, on parle de soi. Dès qu'on dit quelque chose, j'ai pas été bon, c'est parler de soi. Puisque j'ai pas été bon maintenant, c'est que peut-être que hier j'étais meilleur et demain je serai encore meilleur. Sans cesse, on ne peut s'empêcher de parler de soi, de se raconter, de donner un sens à sa vie. Et ce soi s'inscrit dans une perspective temporelle parce qu'on construit l'histoire de sa vie pour donner un sens à sa vie et pour raconter sa vie aux autres. Et cette perspective temporelle, elle se place toujours par rapport au passé, au présent et au futur. On juge soi au regard de ce que l'on a fait hier et au regard de ce que l'on fera demain. Donc ça, c'est le soi dans la perspective temporelle qui se rapporte au soi narratif. Puis, vous avez, ce qui m'intéresse plus ici, c'est le soi dans le temps au présent. C'est-à-dire, c'est le temps interne, le self-time, tel qu'on a appelé. Pour ce soi dans le temps, on va s'apercevoir que ce soi dans le temps va être élastique. Plus précisément, en fait, il ne s'agit pas de temps. Il s'agit d'analyse interne, introspective, à un moment donné, de nos états. D'analyse introspective de nos émotions. Je suis triste, je suis gai. D'analyse introspective de nos sensations corporelles. J'ai des difficultés à faire quelque chose, je suis lente. Voire de notre effort, où j'ai eu du mal à obtenir cet objectif, où pour moi c'était facile d'atteindre cet objectif. Donc on fait toujours une analyse introspective de soi. Et cette analyse introspective de soi, on va la traduire en des termes temporels. Et en ces termes temporels, on va constater qu'il y a des fluctuations dans le soi de durée. Quand on est heureux, on a le sentiment que le soi s'envole plus facilement. Le soi va plus vite, le temps va plus vite. Mais pour pouvoir dire que finalement le temps va plus vite, qu'est-ce qui se passe? On utilise toujours un point de référence. Notre point de référence, c'est le temps extérieur, le temps du monde tel qu'on se le représente, tel qu'il a été représenté, par exemple, dans la physique classique par Isaac Newton. Notre représentation du temps, conventionnelle, verbale, c'est la représentation d'une flèche de temps avec un temps constant, homogène, continu. Et du même coup, quand on fait une analyse de soi, de son état émotionnel, où on voit qu'on arrive moins bien, qu'on est triste, qu'on traîne, du même coup, on l'exprime en des termes d'un ralentissement, une accélération du temps au regard de notre représentation d'un temps continu. D'accord ? Donc l'estimation du temps au présent dépend directement de l'estimation de soi. En fait, l'analyse de soi va jouer un rôle fondamental dans nos sentiments d'accélération et de ralentissement du temps au quotidien. Et l'importance du soi, vous le voyez beaucoup dans le cadre, par exemple, de plusieurs états qu'on peut changer, l'état de méditation. Avec mon laboratoire, avec le professeur Michael Dambrun, qui est un expert de la méditation, il travaille beaucoup sur la méditation de pleine conscience, la mindfulness, on a réalisé plusieurs travaux sur la méditation. Alors, on a préféré, dans notre cas, pas prendre des experts dans la méditation, je ne sais pas ce que ça veut dire expert dans la méditation, mais on a formé les étudiants à pratiquer la méditation. Pendant plusieurs semaines, tous les jours, ils s'étaient obligés de faire un exercice de méditation de pleine conscience. Je ne sais pas si vous connaissez ce type d'exercice. Les exercices de méditation de pleine conscience, ça veut dire on se recentre sur soi-même. Ça veut dire, ceux qui pratiquent la mindfulness, c'est des gens qui sont experts dans les capacités attentionnelles.
puisqu'ils contrôlent leur attention. On doit oublier les ruminations mentales, on doit oublier l'environnement. Ce qui compte, c'est de recentrer sur soi, focaliser son attention. Et on doit focaliser son attention, il y a plusieurs exercices, soit focaliser son attention sur son rythme respiratoire, on se sent, on se voit respirer, ou encore, ce qu'on appelle le body scan, le voyage dans le corps, on doit concentrer son attention sur les différentes parties du corps. Vous suivez des consignes, on vous dit concentrez votre attention sur votre tête, sur votre main, sur votre pied. Donc, à chaque fois, on focalise l'attention sur une partie du corps. Donc, nos étudiants, on les a entraînés à pratiquer cette méditation de pleine conscience. Puis, ils sont venus dans notre laboratoire et on leur a fait pratiquer la méditation pendant 30 minutes. On leur posait des questions avant et après la méditation. Des questions notamment sur le soi. On sait bien que quand on pratique la méditation, en fait, avec cet exercice concentré sur le corps, avec cette concentration de l'attention où finalement on est focalisé sur le présent à un moment donné, en fait, on tend moins à être égocentré, moins à être replié sur soi-même. On fait en quelque sorte plus fusion de son corps avec l'environnement. Ceci se voit très bien sur une échelle de la frontière corporelle où on a demandé aux individus est-ce que la frontière corporelle entre eux et l'environnement était très saillante. Vous avez une enveloppe bien démarquée, donc très égocentrée. Les personnes qui souffrent par exemple de maladies de Parkinson, qui ont des problèmes moteurs, sont très égocentrées sur leur maladie parce que, je veux dire, nécessairement c'est lié à ce type de problème par rapport à soi et à son corps. Et dès qu'on pratique la méditation, on a une forme de décentration qu'il se fait. Donc le soi est plus fusionné avec l'environnement. Et on constate que dans ce cas-là, alors qu'il n'y avait pas de lien entre le soi et la perception du temps, avec la méditation, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation directe entre le sentiment de soi, de son enveloppe corporelle, et la perception du temps. Le soi et le temps fusionnent pour finalement donner cette impression que le temps passe très vite. Ainsi, on peut dire qu'il y a une conscience du passage du temps au quotidien, qui permet de dire que le temps passe plus ou moins vite au quotidien, et cette conscience du temps au quotidien repose sur l'analyse de soi dans le temps, autrement dit, de notre temps interne, que l'on va bien entendu positionner sur la perspective temporelle, c'est-à-dire par rapport au passé, par rapport au présent et par rapport au futur. Donc, même au niveau de la conscience, le temps est élastique. Quoi qu'il en soit, vous avez donc cette conscience du passage du temps qui va totalement différer du jugement des durées physiques, des durées courtes, c'est-à-dire de l'ordre des millisecondes et des secondes, pas des minutes, puisque quand il s'agit d'estimer des minutes, cette fois, il y a des mécanismes communs entre l'estimation des durées longues et l'expérience subjective du passage du temps. En fait, les chercheurs qui s'intéressent au jugement des durées courtes pensent qu'on a un mécanisme nous permettant d'estimer avec précision les durées courtes, les durées des événements ou les durées des intervalles. Toutefois, on sait très bien qu'il n'y a pas d'organes sensoriels pour le temps. Je veux dire, vous avez des organes sensoriels pour la vision, pour l'olfaction, pour l'audition, mais pas pour le temps. Néanmoins, on a une incroyable capacité à juger avec précision les durées. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, notre cerveau, il est conçu avec différents oscillateurs corticaux comme une véritable machine à traiter le temps. Il est fait pour traiter le temps. Il est fait pour traiter la durée des stimulus et il est fait pour pouvoir prédire la venue des stimulus. Et pourquoi notre cerveau, avec tous ces oscillateurs, est prédisposé à traiter le temps ? C'est parce que notre environnement est fondamentalement temporel. On vit toujours dans un flux continu, perpétuel, d'informations qui s'écoulent dans le temps. Du même coup, notre cerveau est adapté et conçu pour pouvoir traiter ce flux perpétuel d'informations dans le temps. Aussi, même si on n'a pas d'organes sensoriels permettant de juger les durées, les psychologues ont évoqué l'existence d'un mécanisme spécifique
qu'ils ont appelé l'horloge interne, qui est différente de l'horloge biologique. L'horloge interne, c'est pour rendre compte de cette capacité, comme si on avait un sens du temps. Toutefois, même si les chercheurs utilisent ce terme, ils savent très bien que ce n'est qu'une métaphore. Ils savent très bien qu'en réalité, dans notre cerveau, on n'a pas une petite horloge qui serait bien localisée à un moment précis et qui nous donnerait le temps de toutes les durées des événements ou de tous les intervalles temporels. Cette petite horloge n'existe pas. C'est bien plus compliqué. Dès qu'on doit évaluer des durées d'événements, on va impliquer tout un réseau, tout un circuit neuronal complexe, activant des zones, par exemple, sensorielles telles que le cortex occipital, impliquant le pariétal, impliquant l'aire motrice supplémentaire ou impliquant encore le cortex préfrontal. On a tout un circuit neuronal qui est sollicité dans le jugement du temps. Et du reste, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, maintenant on a des modèles sophistiqués nous permettant d'essayer d'expliquer comment on est capable d'estimer précisément les durées. Et même s'il y a quand même un débat sur les modèles que l'on propose pour expliquer nos capacités de juger les durées, tout le monde s'accorde pour dire que le temps, il va impliquer une série d'oscillateurs corticaux. Et c'est des oscillateurs corticaux qui vont être synchronisés entre eux au moment où on va traiter la durée. Et c'est sur la base de la synchronisation des oscillateurs corticaux qu'on va pouvoir évaluer les durées. Quoi qu'il en soit, quel que soit ce mécanisme, en fait, on a une horloge interne, on a un système, un mécanisme nous permettant d'évaluer précisément le temps. Et ce mécanisme, il est commun à tous les animaux. Des études ont été réalisées chez le rat, chez l'homme, chez le pigeon, et à chaque fois, on a mis en évidence l'incroyable capacité des animaux à traiter les durées. Je peux, par exemple, évoquer simplement les travaux qui ont été réalisés chez l'animal, notamment le rat, qui montrent que le rat, il est très intelligent et il est capable de s'adapter aux contraintes temporelles qu'on lui impose, même si ces contraintes ne correspondent à rien d'un point de vue biologique. On a l'exemple typique du conditionnement au temps chez le rat, le conditionnement à intervalles fixes, que les chercheurs ont souvent utilisé, ces méthodes de conditionnement. En fait, c'est une méthode qui est très simple. D'abord, il faut affamer le rat, de telle façon que le pauvre rat affamé, on le met dans une cage de conditionnement, et le seul moyen qu'il a pour se nourrir, c'est d'appuyer correctement sur le levier. Donc il y a une motivation très forte parce qu'il a faim. Dans ce type de programme, d'abord, l'animal va appuyer et il va obtenir de la nourriture. Puis après, il ne pourra obtenir de la nourriture qu'après un intervalle temporel fixe, par exemple 50 secondes. Donc s'il appuie avant 50 secondes, il se fatigue pour rien, il n'obtiendra jamais de la nourriture. Il faut que ces 50 secondes se soient écoulées. Après quelques essais, quelques séances, qu'est-ce qu'on voit ? On le voit que le rat a compris. Je veux dire, au début, il appuyait sans cesse, puis il a vite compris que ça ne servait à rien. Il a vite compris qu'il fallait attendre, que dans cette situation, il y avait du temps. Et on voit qu'il appuie, il mange sa nourriture et il attend. Il fait une pause. Et la pause qu'il va faire va dépendre de la durée de l'intervalle qui est fixé. Si, par exemple, c'est un intervalle de 50 secondes, il va faire une pause de 40 secondes. Et au bout de 40 secondes, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à appuyer ici de façon fréquente. Parce qu'il sait que c'est le moment d'obtenir la nourriture et il appuie très vite pour obtenir la nourriture. Donc on voit bien qu'il s'est totalement adapté au temps. Toutefois, parfois, surtout chez les jeunes rats, c'est difficile d'attendre. Mais ils savent qu'ils doivent attendre. Donc, pour s'aider à attendre, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle des conduites collatérales. Ils remplissent le temps. Ils remplissent le temps. Vous avez le rat, certains rats, ils se mettent à se lécher dans des activités de léchage. Ça leur permet d'attendre. Vous avez d'autres rats qui se mettent dans un coin de la cage, ils font semblant de dormir, ils font leur petite sieste. Puis, bim, ils se réveillent dès que les 40 secondes sont écoulées pour se mettre à appuyer, obtenir la nourriture. Mais c'est des stratégies que l'on connaît très bien. Nos enfants, souvent, ils ont des difficultés d'attendre. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables d'estimer le temps, mais qu'ils ont des difficultés d'inhibition. C'est difficile d'attendre. Qu'est-ce que font les mères pour qu'ils
pour leur permettre d'attendre à leurs enfants, elles remplissent le temps. Vous êtes en salle d'attente pour aller chez le docteur, donc qu'est-ce que vous faites? Vous occupez l'enfant. On l'amène à lire, à faire un jeu. On remplit le temps d'action pour pouvoir supporter l'attente et différer son action. Donc, tous les animaux ont une horloge interne, un mécanisme leur permettant d'estimer avec précision le temps. De plus, ce système d'horloge interne, il est fonctionnel dès le plus jeune âge. Le bébé est capable d'estimer très précisément le temps. Ces travaux ont été il y a très peu de travaux chez le bébé, il y en a quand même quelques-uns qui ont été réalisés, notamment par l'américaine Liz Brannon, qui a enregistré l'activité cérébrale chez le bébé. Elle a présenté au bébé une séquence rythmique avec un stimulus, un son qui apparaissait toutes les 1 seconde et demie. Puis, de temps en temps, il y a un déviant temporel. Au lieu d'apparaître à 1 seconde et demie, le stimulus apparaît plus tôt, soit à 500 millisecondes ou à 700 millisecondes. Sur la diapositive suivante, vous voyez ici le potentiel évoqué, l'activité cérébrale du bébé comparée à celui d'un adulte. Qu'est-ce que l'on peut voir ici? On voit que le bébé, il va réagir à chaque déviant. Il réagit à chaque déviant aussi bien que l'adulte. Autrement dit, si le bébé réagit au déviant, c'est qu'il a bien été capable de discriminer l'intervalle de référence et les nouveaux intervalles qu'il vient de voir, le nouvel intervalle qu'il vient de voir. Et s'il est capable de discriminer, c'est qu'il a bien mémorisé la durée de référence. Donc, le bébé, comme la plupart des autres animaux, est capable d'estimer précisément le temps. De plus, quand vous regardez les capacités de juger les durées courtes, il n'y a aucun changement au cours du développement, aucun changement avec l'enfance. Tous les enfants, de la même façon, sont capables d'estimer les durées avec précision. Toutefois, j'insiste, ça va dépendre de la tâche, ça va dépendre de la situation dans laquelle il est placé, l'enfant. Il faut que ce soit dans une tâche où il va traiter de façon implicite, de façon automatique le temps. Il ne faut pas qu'il ait à songer au temps. Je vais vous donner l'exemple typique d'une tâche implicite de jugement du temps. Dans une tâche implicite de jugement du temps, on ne fait pas référence verbalement au fait qu'il faut estimer le temps. Ici, il s'agit uniquement de prédire la venue d'un stimulus. Vous avez par exemple la tâche qui est réalisée chez des jeunes enfants âgés de 5 ans, 7 ans, voire plus âgés, où on va leur présenter 2 bips, 2 sons séparés par un intervalle temporel. Jamais on parle du temps. On dit seulement que dans cette tâche, ils doivent appuyer le plus vite possible après le 2e son. Puis, dans la phase test, c'est toujours la même tâche pour l'enfant, appuyer le plus vite possible après le 2e son, sauf que cette fois, on fait varier l'intervalle entre les 2 sons. Soit c'est l'intervalle de référence, soit c'est un intervalle qui est plus court ou alors qui est plus long. Ici, sur cette diapositive, vous retrouvez les résultats que l'on voit dans cette tâche de traitement implicite du temps. En fait, on a calculé, on voit ici, le temps de réaction, puisqu'ils doivent appuyer le plus vite possible après le 2e son, en fonction de l'intervalle. Quels que soient les groupes d'âge, chez des enfants âgés de 5 ans, 8 ans ou des adultes, on observe une courbe qui a exactement la même allure. On s'aperçoit que c'est une courbe de U inversée, où on a ici un pic proche de l'intervalle de référence. C'est-à-dire que les adultes comme les enfants appuient le plus vite possible quand il s'agit du temps de référence, parce qu'ils se sont préparés à agir pour un temps donné. Autrement dit, ils ont traité de façon automatique, de façon implicite, les durées d'événements. Donc, à tous les âges, les enfants sont capables de traiter automatiquement les durées courtes. Ça ne veut pas dire qu'ils estiment toujours aussi bien le temps que l'adulte. Tout va dépendre des tâches et tout va dépendre du contexte. Par exemple, on sait très bien que les enfants sont plus variables dans leur estimation du temps.
que les enfants sont plus sujets à des distorsions, même s'ils ont une horloge interne qui est fonctionnelle, qui leur permet de traiter automatiquement les durées, néanmoins, ils sont plus variables. Néanmoins, ils sont plus sujets à des distorsions temporelles. Par exemple, si vous placez des personnes en situation de double tâche, où ils doivent faire deux choses à la fois, on s'aperçoit où ils doivent traiter la durée d'un stimulus et faire autre chose. Dans ce cas-là, le temps est jugé plus court. Par exemple, vous avez ici une situation de reproduction de durée en simple tâche. On va présenter un carré pendant une certaine durée, 5 secondes, et on va demander au sujet de reproduire cette durée en appuyant sur un bouton. C'est une simple tâche temporelle. La seule tâche qu'ils doivent faire, c'est de traiter la durée de ce stimulus. Maintenant, on passe à la situation de double tâche. Ils doivent traiter la durée du stimulus, de ce carré bleu, et en même temps, ils doivent faire autre chose. On va leur présenter, par exemple, des petits carrés de couleur bleu clair ou bleu foncé, et ils doivent dire si c'est le carré de couleur bleu clair ou bleu foncé. Ils doivent donc réaliser une deuxième tâche de discrimination de couleur. Quel résultat que l'on obtient ? Quand on a ici une tâche de simple tâche et de double tâche, quel que soit l'âge du sujet, on s'aperçoit une sous-estimation du temps. Le temps est jugé plus court en double tâche qu'en simple tâche. Quand on fait autre chose, le temps passe plus vite. Parce que, tout simplement, notre attention n'est pas focalisée sur le temps. Il est détourné du temps. Mais on constate que pour les jeunes enfants, c'est la courbe ici qui est en rouge, on constate que pour les jeunes enfants, dans ces cas-là, on observe les mêmes effets, une sous-estimation du temps, mais la sous-estimation du temps est encore plus importante. Donc ils sont plus sujets à des distorsions temporelles. Pourquoi ils sont moins bons, plus variables dans leur discrimination, plus sujets à des distorsions temporelles? Ce n'est pas un problème d'horloge interne. Parce que l'horloge interne, elle est fonctionnelle, elle est capable de traiter automatiquement des durées. Ça va être lié à leur capacités cognitives qui sont plus limitées, qui va impacter le jugement. Ça va être notamment lié à leurs capacités attentionnelles qui sont plus limitées. Ça va être lié à leurs capacités de mémoire qui sont plus limitées. Les enfants font plus des distorsions du temps lorsqu'ils jouent à un jeu vidéo que d'autres, que des adultes, mais tout simplement parce qu'ils ont des problèmes d'inhibition, des problèmes d'attention. Donc ce n'est pas un problème d'horloge, de mécanisme d'horloge interne, c'est un problème d'attention qui affecte le jugement du temps. Donc c'est la principale raison qui explique les variations avec le développement du point de vue de l'estimation. La deuxième raison qui explique qu'ils sont plus variables, qu'ils sont moins bons, c'est tout simplement un problème d'apprentissage. Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de faire suffisamment l'expérience de la durée des événements. Comme les événements sont plus nouveaux, nécessairement, il va plus se tromper du point de vue de leur estimation. Et la troisième raison importante, c'est le manque de maîtrise d'un concept de temps, d'une notion explicite, verbale de temps. Le fait d'avoir une notion de temps, d'une conscience du temps, va vous aider dans vos évaluations en tant que telles. Le fait d'avoir cette conscience va permettre de voir du temps dans des situations beaucoup plus variées et dans des situations nouvelles. Par exemple, je me rappelle d'une vieille expérience qu'on avait réalisée avec des jeunes enfants. On les avait mis devant une poire et ils devaient faire quelque chose sur la poire pour faire venir un clown qui était souriant. Les enfants âgés de 7-8 ans, ils formulaient des hypothèses sur ce qu'ils devaient faire. Je dois tirer la poire, je dois appuyer sur la poire. Ah, peut-être que je dois appuyer pendant un certain temps. Donc, ils ont fait l'hypothèse que dans cette situation, il y avait peut-être du temps. Et en fait, effectivement, c'est ce qu'on leur demandait. Or, les jeunes enfants, âgés de 5 ans, n'ont pas cette notion de temps, cette conscience du temps. Ils savent le traiter automatiquement, mais ils n'ont pas cette conscience, ce concept de temps. Comme ils n'ont pas ce concept de temps, ils ne songeaient jamais au temps. La plupart des fois, il y en a un enfant qui prenait une hypothèse, je dois appuyer sur la poire,
Et il appuyait sur la poire sans changer autant. En plus, il y a un problème de fonction exécutive, un problème de flexibilité mentale chez les jeunes enfants. Souvent, ils ont une hypothèse, et même si cette hypothèse, elle s'avère négative, puisqu'elle ne leur permet pas d'obtenir le feedback, ils persévèrent dans la même hypothèse en tant que telle. Ils ont du mal de changer d'une stratégie à l'autre. Donc, ils cumulent deux choses, un problème de flexibilité mentale, et il cumule l'autre chose, une difficulté liée à la maîtrise du concept de temps. Ainsi, il faut bien, j'espère que vous avez bien compris ça, faire la différence entre un jugement implicite automatique du temps et un jugement explicite, conscient, contrôlé du temps. Et notre cerveau, effectivement, grâce à l'horloge interne, c'est une véritable machine qui permet de traiter automatiquement le temps. Mais notre cerveau, c'est aussi une machine qui parle du temps, qui évoque le temps, qui crée le sentiment du temps. Et là, on est au niveau de la conscience. Ici, il n'y a donc pas d'effet développemental, ça ne change pas avec l'âge. Par contre, ici, ça va changer avec l'âge. Parce que le fait de parler du temps implique d'avoir des capacités cognitives déjà sophistiquées, implique de maîtriser le langage, implique d'avoir des fonctions exécutives développées pour pouvoir s'adapter à une situation. Donc il y a ces deux formes de temps, le temps qu'on traite automatiquement et le temps dont on parle. Ensuite, si je reviens maintenant au temps dont on traite automatiquement, donc on a un système d'horloge qui nous permet d'évaluer précisément le temps, mais en même temps ce système d'horloge peut provoquer des distorsions du temps. Donc c'est une drôle d'horloge, hein. Des fois elle marche bien, ça donne l'heure précisément, et puis des fois ça ne va pas du tout. Hein. Donc parce que des fois elle déraille un peu. Elle va plus vite ou moins vite. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que notre horloge interne, c'est notre cerveau, les oscillateurs corticaux, et notre estimation du temps va dépendre de l'état de notre système, de l'état de notre cerveau. Et on a vu clairement ces effets de distorsion sous des durées courtes, dans le cadre des émotions. Les émotions sont des facteurs importants qui provoquent des distorsions, même dans le jugement des durées courtes. Toutefois, on a travaillé sur plusieurs émotions, mais on s'est plus centré sur les émotions associées à la peur. Parce que croyez-moi, quand vous utilisez la réalité virtuelle, des images qui font peur, là, ça a des effets directs sur votre horloge interne et du même coup, ça provoque des très belles distorsions. Donc, dans notre laboratoire, en psychologie, en travaillant sur les émotions, il y a tout un matériel qui a été élaboré, qu'on a utilisé. On a travaillé sur des expressions faciales émotionnelles, en présentant des visages en colère ou des visages apeurés. Et on demandait au sujet d'estimer le temps. Voire, on a utilisé des films, on a utilisé des images qui ont été validées permettant de faire peur. Voire, on a même osé utiliser les chocs électriques chez les sujets, mais bien entendu, en passant par le comité d'éthique, et les sujets devaient varier l'intensité du choc électrique de telle façon qu'ils n'allaient pas souffrir. Mais c'est quand même bien, parce que c'est des bonnes conditions qui permettent d'avoir des beaux résultats, très clairs d'un point de vue de la significativité qu'on peut bien publier. Ah, ça, c'est des bonnes conditions de travail. Donc, quoi qu'il en soit, dans toutes ces épreuves, pour vous comprendre comment on fonctionne, on a utilisé une tâche très simple, qui avait été utilisée chez l'animal, mais qu'on a réutilisée chez l'homme, qui est la tâche de bisection temporelle. Vous allez comprendre. En fait, dans cette tâche, on va par exemple présenter un rond, un ovale rose. Et cet ovale rose, il va être présenté pendant une durée courte, 500 millisecondes, ou une durée plus longue de 1600 millisecondes. Et la tâche du sujet est de dire si ce rond est plutôt similaire à la durée courte ou similaire à la durée longue. C'est pour ça qu'on parle de bisection, il fait une catégorisation. Il catégorise en c'est la durée courte ou c'est la durée longue. Puis, dans la phase test, on va cette fois présenter toujours ces durées standards courtes, 500 millisecondes ou longues, 1600 millisecondes, voire des durées intermédiaires. Mais la tâche est la même. À chaque fois qu'ils voient une durée, par exemple ici de 900 millisecondes, ils doivent dire si cette durée est plutôt similaire à la durée courte de 500 millisecondes qu'ils ont vue préalablement ou plutôt similaire à la durée longue. Donc ils répondent court ou long. Sauf que quand on travaille sur les émotions, pendant la phase test, on leur a présenté des expressions faciales, des images émotionnelles. Par exemple, une expression faciale neutre ou une expression faciale de colère.
Et il devait toujours dire si c'était plutôt court ou si c'est plutôt long. Dans ce type de situation, on obtient des résultats psychophysiques qu'on appelle des courbes de bisection temporelle, où vous avez ici mis la proportion de réponses longues par rapport à la durée de présentation, la durée du stimulus. La proportion de réponses longues, parce que le sujet soit il répond court, soit il répond long. On s'aperçoit que, quel que soit le contexte émotionnel, dans ces situations, les sujets sont toujours capables d'estimer le temps. Ils ont des réponses cohérentes. C'est-à-dire que vous regardez cette courbe-là, plus la durée est longue, plus le sujet répond long. Donc, dans une situation émotionnelle forte, on va maintenir notre capacité d'estimer le temps. Mais ce qui est intéressant de repérer ici, c'est la distorsion qu'on observe. C'est-à-dire qu'on observe un décalage de la courbe vers la gauche quand il s'agit de l'expression faciale que l'on voit chez autrui en colère par rapport à l'expression neutre. Donc le temps est en quelque sorte jugé plus long, alors que la durée de présentation est la même. Quand on est face à quelqu'un qui exprime de la colère, ça provoque des distorsions du temps. Et le temps est jugé plus long. Et ces distorsions du temps, on les a retrouvées même chez les enfants. On va présenter chez les enfants âgés de 3 ans et 5 ans des visages d'une femme en colère ou d'une femme neutre. Eux, ça provoque exactement les mêmes distorsions. Le simple fait de voir la colère chez autrui va avoir un effet et va provoquer ces distorsions. Dans la littérature, il y a eu tout un débat. Un débat, mais pourquoi on observe ces distorsions du temps? Quels sont les mécanismes qui sont impliqués? Certains ont dit, oui, c'est sûrement des mécanismes liés à l'attention. Puis d'autres disent, non, ce sont des mécanismes plutôt liés à l'accélération de notre horloge interne. On peut comprendre qu'on évoque les problèmes d'attention parce que dès que l'on a peur, dès que quelqu'un est en colère face à nous, on va le regarder les yeux grands ouverts parce qu'on est prêt à détecter le moindre signal d'agression. Parce que le but est dans ces situations, c'est de s'en sortir, soit c'est d'attaquer, soit c'est de s'enfuir. Donc, toute notre attention est focalisée sur la scène, sur le visage de celui qui est en colère. Mais en même temps qu'il y a des processus attentionnels qui sont activés, il y a aussi des processus autres qui sont activés, comme l'accélération de l'horloge. Parce que dès que vous êtes dans une situation menaçante, on s'aperçoit que vous allez vous préparer à agir le plus vite possible. Qu'est-ce qui se passe? Dès que vous avez peur, le rythme respiratoire, vous voyez un serpent, vous avez peur, le rythme respiratoire s'accélère, le rythme cardiaque s'accélère, les muscles se contractent, tout votre corps, automatiquement, il est prêt à agir. Il est prêt à agir, c'est-à-dire à s'enfuir dans ce cas. C'est un problème de survie, c'est automatique. Donc, ce qui va provoquer ces distorsions du temps, c'est une fonction fondamentale face à la peur, c'est la préparation à l'action. Dès que vous avez peur, il y a toute une activation physiologique qui s'effectue et qui va provoquer une activation de votre cerveau et du même coup une activation de votre horloge interne, puisque votre horloge interne, ce sont tous les oscillateurs qui se trouvent dans le cerveau. Et dans ces cas-là, c'est très fonctionnel. Comme tout s'accélère, vous êtes plus vite prêt à agir. Et si vous êtes plus vite prêt à agir, vous allez vous en sortir mieux dans cette situation menaçante. C'est-à-dire ça va vous permettre rapidement de vous sauver la vie, c'est-à-dire d'attaquer, de vous enfuir ou alors de rester figé par la peur, comme font souvent les rats et d'autres personnes. Alors, bien entendu, en psychologie, on a des modèles nous permettant de trancher les questions. Pour trancher les questions, certains ont utilisé des modèles d'horloge interne plus simplifiés, en disant, certes, on a une base de temps qui serait des oscillateurs, et dès qu'on doit traiter un stimulus, on aurait en quelque sorte un interrupteur attentionnel qui se fermerait et qui laisserait transiter des impulsions dans un accumulateur, et la durée estimée dépendrait en quelque sorte des impulsions qui ont été accumulées. D'où notre estimation précise. Plus les impulsions sont élevées, plus le temps est jugé long. S'il s'agit d'un problème purement attentionnel, même si c'est difficile dans le cas de la peur de dissocier l'attention de l'activation physiologique, dans ces cas-là, on peut supposer que la fermeture de cet interrupteur va être plus rapide, puisqu'on va prêter plus vite attention à. Si la fermeture est plus rapide, dans ces cas-là, ça va permettre de laisser passer un nombre plus important d'impulsions.
Et les durées vont être donc jugées plus longues, comme on le voit sur les résultats. Sauf que la caractéristique ici, c'est que la quantité additionnelle d'impulsion, elle va être constante, quelle que soit la longueur de durée, puisque c'est un problème de fermeture de la latence du switch, donc qui va permettre par exemple d'accumuler 3 impulsions de plus. Ces 3 impulsions de plus sont toujours présentes, que la durée soit de 1 seconde, 5 secondes ou 10 secondes. En revanche, s'il s'agit d'un mécanisme d'activation physiologique, cette fois on suppose que votre horloge interne liée à l'activation physiologique, elle va battre plus vite. Il y aura donc plus d'impulsions émises par unité de temps. Comme il y a plus d'impulsions émises par unité de temps, le temps est jugé plus long, comme on a montré sur les résultats. Mais la caractéristique, c'est cette fois votre effet, il est croissant avec la durée. Votre effet va être plus important si la durée elle est de 3 secondes que d'1 seconde et de 5 secondes que de 3 secondes. Parce que vous avez eu plein d'impulsions qui se sont accumulées pendant toutes les durées. Vous avez donc ce qu'on appelle un effet multiplicatif entre la durée et l'effet émotionnel. Et bien entendu, je reviens à cette situation de choc électrique. L'avantage du choc électrique, c'est que vous pouvez travailler sur différentes gammes de durée. Quand vous utilisez uniquement des images de visage, il y a un effet émotionnel, mais l'effet émotionnel, il disparaît rapidement. Je veux dire, ils ne vont pas rester apeurés devant une image de quelqu'un qui est en colère. C'est des effets qu'on observe, mais qui sont rapides et qui disparaissent. En revanche, avec les chocs électriques, vous arrivez à maintenir pendant un certain temps l'état de peur. Et dans ces cas-là, on a des très beaux résultats, avec des distorsions très nettes. Vous avez sans choc électrique et avec un choc électrique. Et on s'aperçoit que la différence entre la condition sans choc électrique et la condition avec un choc électrique, ici, s'amplifie avec la durée. Ça donc permet de dire qu'effectivement, ces distorsions dans des situations de peur sont liées à l'accélération, ici, de l'horloge interne, liée à des processus d'activation physiologique. Et du reste, c'est ce qu'on retrouve dans les études pharmacologiques, où quand on a administré, par exemple, des méthamphétamines chez le rat, qui est un stimulant, qui va jouer sur le niveau de dopamine dans le cerveau, dans ces cas-là, on aperçoit exactement le même type de distorsion. Donc les distorsions que l'on observe dans les situations de peur sont liées à cette accélération physiologique, liée à la nécessité d'agir le plus vite possible. Mais les effets vont dépendre des émotions et de la nature des émotions et de la fonction de chaque émotion. Ce n'est pas toutes les émotions provoquent des distorsions. Toutes les émotions provoquent des surestimations. Non, tout dépend de l'émotion et de la fonction. Je vous ai parlé de distorsion s'il s'agit de peur, s'il s'agit de voir quelqu'un en colère, mais s'il s'agit d'une autre émotion, telle que le dégoût, cette fois, on n'a aucune distorsion du temps. On a présenté des expressions faciales de dégoût, on a placé les sujets en situation de bisection temporelle, c'est avec un autre graphique, on voit ici la courbe avec la valeur en 0, il n'y a aucune différence significative, il n'y a pas de distorsion. Mais on peut comprendre quelle est la fonction. La fonction ici, c'est pas qu'on voit quelqu'un qui exprime le dégoût, c'est pas de s'enfuir, c'est pas d'agir le plus vite possible. Au contraire, on va essayer de comprendre pourquoi la personne est dégoûtée. Qu'est-ce qu'elle a ingéré qui provoque ce dégoût-là? Donc toute notre attention va être focalisée sur la compréhension de l'origine de ce dégoût. Et du reste, pour montrer ça, on a travaillé toujours avec nos fameux stages de bisection temporelle, on a présenté des aliments. Des aliments que les gens, qu'on appelle palatables, que les gens aiment bien, comme le chocolat, et des aliments non palatables, les Auvergnats, les étudiants d'Auvergnat n'aiment pas trop le boudin, donc c'est non palatable, donc ils n'aiment pas. Et on leur a demandé, on leur a présenté les images, de toujours estimer, c'est plutôt plus court, plutôt plus long, alors que les durées étaient exactement les mêmes. Et qu'est-ce qu'on voit? Ici, vous avez les résultats qu'on observe, toujours avec la proportion de réponses longues en fonction de la durée de l'intervalle, ici quand il s'agit d'un stimulus neutre et quand il s'agit ici d'aliments. Dès qu'on voit des aliments, cette fois, le temps est sous-estimé. Il y a un intérêt tout particulier face à l'aliment que le temps s'envole. Dans ce cas-là, on sous-estime très vite le temps. Et cette sous-estimation, donc il y a un intérêt bien marqué pour l'alimentation qui nous fait oublier le temps.
Mais quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que cette sous-estimation, elle est d'autant plus importante qu'il s'agit d'un élément non palatable, qu'on n'aime pas, et qui peut être à l'origine, en quelque sorte, de dégoût. Ainsi, on a un mécanisme d'horloge interne qui nous permet d'estimer précisément des durées, mais qui est sujet aussi à des distorsions sous l'effet des émotions. Ce même mécanisme peut être aussi provoquer des distorsions automatiques dans le but d'incorporer le temps de l'autre. Parce que notre horloge interne, elle est faite pour nous adapter à notre environnement et nous adapter à notre environnement social. Et pour s'adapter à notre environnement social, on doit s'adapter au temps de l'autre. On doit incorporer le temps de l'autre, on doit incarner le temps de l'autre. On va vous montrer des exemples qui le montrent clairement. Par exemple, on a travaillé toujours avec nos tâches de bisection, on a utilisé des visages, cette fois, de personnes jeunes ou de personnes âgées. Et il devait toujours estimer si c'était plus similaire à la durée standard courte ou similaire à la durée standard longue. Qu'est-ce que l'on voit? Vous avez ici les résultats, peut-être pas clairement. Par exemple, c'est des sujets des jeunes femmes ou des hommes. On s'aperçoit que dans ces cas-là, les courbes, ici, ce sont les courbes qui sont avec un visage de jeune, et ici un visage de personnes âgées. On s'aperçoit que dans ces cas-là, les courbes ne sont pas décalées ici vers la gauche, mais au contraire vers la droite. Parce qu'il y a un ralentissement, après on a fait des analyses mathématiques, parce qu'il y a un ralentissement physiologique qui s'effectue. C'est-à-dire que quand vous avez une personne âgée devant vous, vous avez fait l'expérience des personnes âgées, fait l'expérience du ralentissement des personnes âgées, et quand vous avez suffisamment d'empathie, automatiquement vous vous adaptez au rythme de cette personne âgée. C'est vous incorporez automatiquement le temps. Et votre horloge interne se cale en quelque sorte sur le temps de l'autre. C'est uniquement dans le cas de certaines pathologies où il y aurait des difficultés d'avoir de l'empathie, de mimétisme, qu'on ne verrait pas ces distorsions du temps en tant que tel. Mais ces distorsions, on le retrouve quand on est face à quelqu'un qui est différent de nous, qui a un rythme différent, soit c'est un jeune enfant qui est plus lent, soit c'est une personne âgée qui est plus lente, mais vous le voyez aussi dans le cadre de mouvements. Quand vous voyez, par exemple, ici, on a travaillé avec les Brésiliens, il y a eu un contrat avec le Brésil qui s'intéressait au statut des ballerines de Degas, où on voit des ballerines qui font des mouvements intenses, qui demandent un certain effort, voire qui font un mouvement plutôt statique. Dès qu'on va présenter une ballerine qui fait ce type de mouvement, on a fait des enregistrements au niveau musculaire, on s'aperçoit que dès qu'on voit quelqu'un qui fait un mouvement difficile, on simule en quelque sorte ce mouvement. On va incorporer ce mouvement. Bien entendu, on ne fait pas le mouvement, mais on s'aperçoit qu'il y a des contractions musculaires qui s'effectuent. Donc pour pouvoir s'adapter à l'autre, comprendre l'autre, on revit ses émotions, on revit son activité physique. C'est dans notre chair, c'est dans nos muscles. Et du même coup, quand on a revécu, c'est l'embodiment, c'est l'incarnation du mouvement de l'autre, on est prêt à pouvoir répondre, agir en conséquence. Et toujours avec mes fameux stages de bisection temporelle, dans ces cas-là, si je compare ici l'absence de mouvement, un mouvement statique ou avec un mouvement de la ballerine, je m'aperçois effectivement que j'observe le même type de distorsion. Parce que c'est un mouvement qui était difficile, et comme c'était un mouvement qui était difficile, qui demandait de l'effort, le sujet a incorporé ce mouvement, et du même coup, ça a provoqué des distorsions. Et ces distorsions de notre propre temps pour s'adapter au temps de l'autre, vous allez trouver chez l'adulte, mais aussi chez les enfants. Vous allez les trouver. On a refait récemment une expérience avec un étudiant en thèse, Quentin Alès, sur des enfants âgés de 4 et 7 ans, où on leur a présenté différentes situations. Vous avez la situation où vous avez ici une durée, un petit personnage qui se déplace pendant un certain temps, soit 4 secondes et 8 secondes, il voit le mouvement se déplacer jusqu'à ce moment-là, jusqu'au ballon. Puis, dans une phase de reproduction de durée, il ne voit plus le déplacement, mais il voit uniquement un personnage ici, au début. Et il doit appuyer pendant le temps nécessaire, c'est-à-dire soit 4 et 8 secondes. Sauf que ce personnage, vous voyez plusieurs conditions qui ont été testées, c'était un personnage en position statique, soit un personnage qui courait, ou un personnage qui rampait, un personnage qui était joyeux ou triste, un personnage qui était âgé ou non, un personnage qui avait une charge lourde ou non.
on voit rapidement les résultats qu'on obtient chez les jeunes enfants. S'il s'agit d'un personnage qui va marcher simplement, ou il s'agit de la forme du personnage qui devrait courir ou qui devrait ramper, alors qu'il ne voit pas le mouvement de la course, on s'aperçoit que dès l'âge de 4 ans, leur estimation du temps, elle est biaisée, elle est déformée en fonction de l'image qu'ils ont vue et du mouvement qui était sous-jacent à l'image. Donc ils ont incorporé nécessairement le mouvement perçu chez l'autre. Et dans cette étude-là, vous voyez peut-être qu'il y a écrit « Without and with Tom ». Tom, c'est pour la théorie, vous connaissez peut-être, la théorie explicite de l'esprit. La théorie explicite de l'esprit, c'est la capacité. Il y a des petits tests qui sont réalisés, comme le test de Anne et Sally, qui permettent de rendre compte de la capacité de l'enfant à comprendre l'état mental de l'autre. Souvent, les jeunes enfants, ils pensent que ce qu'ils pensent, les autres pensent la même chose. Ils n'arrivent pas à dissocier leur état de pensée de l'état de pensée de l'autre. Donc, c'est un test permettant d'évaluer la capacité de penser, de savoir que l'autre a une pensée différente de soi. Et on s'aperçoit que l'enfant ait ou non cette théorie explicite de l'esprit, il va provoquer des distorsions du temps. Sauf que les enfants qui ont plus cette connaissance vont avoir des distorsions beaucoup plus importantes parce qu'ils vont prêter plus attention à l'état de l'autre. Donc, la distorsion se fait de façon automatique, mais la conscience et la connaissance viennent moduler ces distorsions automatiques en les amplifiant ou en les diminuant dans certaines conditions. Donc, en résumé, on peut dire que le temps, il n'y a pas une seule forme de temps, mais il y a différentes formes de temps et différents mécanismes. J'ai évoqué ici le jugement implicite et explicite du temps, et on a vu que les mécanismes pour le jugement de ces durées implicites et explicites allaient dépendre totalement de la gamme de durée. Si c'est des millisecondes, des secondes et des minutes. Si c'est des millisecondes et des secondes, on va parler d'horloge interne. S'il s'agit de minutes, ça va impliquer d'autres mécanismes, notamment des mécanismes mnésiques de recherche en mémoire de l'information. Puis, face à ce jugement explicite du temps, vous avez le sentiment du temps qui passe, qui implique cette fois une conscience de notre état interne, du soi dans le temps. Ainsi, on s'aperçoit qu'il y a de fortes distorsions du temps perçu, et les distorsions du temps perçu sont révélatrices de notre état interne, de nos émotions. Finalement, on peut conclure que le temps psychologique est aussi élastique. Comme le temps peut être physique, mais le temps psychologique est élastique parce qu'il est fait pour s'adapter à notre environnement. Donc ça révèle notre incroyable capacité à nous adapter à notre environnement qui, par essence, est temporel. Voilà. Merci. Bonsoir. La dernière phrase que vous nous avez montrée m'a fait rappeler en général le fait que vous avez beaucoup de fois lié la perception qu'on a du temps avec la synchronisation qu'on a avec l'environnement. M'a fait rappeler les principes de la libre énergie de Carl Friston, selon lesquels notre cerveau doit récapituler la structure hiérarchique statistique de l'environnement en cherchant d'inférer des tendances statistiques de moyenne pour survivre. Et donc, il dit qu'on a des actions longues parce que pendant l'évolution, ils ont récapitulé l'action à distance qu'il y a, par exemple, dans le cas de la lumière ou dans le cas de la gravité. Et donc, je voudrais savoir si vous connaissez les théories de Friston et si jamais il y a aussi des relations avec le temps. Oui, alors,
ce qui joue beaucoup dans nous, en fait, en psychologie, la manière qu'on utilise, en fait, on tient... Bon, là, ce sont des comportements dans des situations particulières qu'on a vues et l'importance, en fait, de s'adapter à l'environnement. Après, de plus en plus en psychologie, ce qu'on va utiliser maintenant, c'est des modèles bayésiens pour rendre compte de la probabilité statistique. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'enfant l'enfant comme l'adulte, hein, il va être soumis à différents événements qui ont des durées temporelles et il va en prédire en quelque sorte une certaine probabilité statistique en tant que telle. Et les jeunes enfants, on s'aperçoit que l'influence de ce qu'ils ont vu préalablement, du contexte, est encore plus important que chez l'adulte. Parce que chez l'adulte, il va avoir une stabilité du point de vue de ses connaissances par rapport au temps, tandis que l'enfant va être beaucoup plus influencé sur ce qu'il vient de faire ou pas, lié à sa mauvaise connaissance en fait, des situations en tant que telles. Mais bien entendu, ce sont des aspects très très importants, la notion de probabilité statistique pour déterminer un type de comportement. Merci. Bonsoir. Vous n'avez pas parlé du jour et de la nuit dans la structuration, de l'intervalle qui permettrait au cerveau de se caler. Quand des chercheurs font des expériences en chronobiologie dans des grottes où ils n'ont plus de repères, pourquoi vous n'avez pas évoqué ces expériences? Alors, mais c'est vrai, mais vous avez raison, hein. C'est encore une autre forme de temps. J'ai parlé un petit peu de rythme biologique, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. Hein. Mais en fait, ceux qui travaillent sur les perceptions des durées ne se posent pas trop ces problèmes de rythme, parce qu'on va travailler sur des durées relativement courtes. Mais vous avez quand même des études qui ont essayé de tester est-ce qu'il y a des variations dans l'estimation des durées courtes en fonction du moment où vous allez évaluer ces durées, plutôt le matin ou plutôt l'après-midi. Mais c'est vrai que ça fait partie, tout ce qui est la chronobiologie en quelque sorte, ça fait partie d'un autre champ d'études que n'abordent pas les personnes qui travaillent sur les durées en tant que telles. On en reste sur des empans beaucoup plus courts. Mais bien entendu, on connaît tous ces travaux très importants avec l'idée qu'on perd totalement le temps en tant que tel. C'est ça, en effet. Mais la conscience du temps, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de traiter la durée de stimulus particuliers, d'événements particuliers, mais vous perdez totalement la conscience du temps. Si vous êtes enfoui dans une grotte où il fait extrêmement froid, vous pouvez avoir l'idée que le temps, en fait, vous échappe en quelque sorte, mais c'est lié à un ralentissement physiologique. Vous êtes en train vous êtes froid, vous êtes en train de geler, et du même coup, ça joue sur votre organe et ça affecte votre perception du temps en tant que tel. C'est vrai que j'avais pensé aussi à ces expériences-là qui ont été assez popularisées parce que, a priori, comme ça remet un peu en cause, mais vous y avez répondu, mais ça remet un petit peu en cause cette idée d'horloge interne qui fonctionnerait de manière totalement indépendante de l'environnement, dans le sens où les personnes qui ont fait ces expériences-là d'être enfermées vraiment longtemps dans une grotte, pendant un certain temps, elles arrivent à imaginer que 1 jour, 2 jours sont passés, 3 jours, mais au bout d'un certain temps, ils sont plus du tout capables, ils vont dire que ça fait 6 mois, ils vont dire que ça fait 3 mois qu'ils sont dans la grotte, alors que ça fait beaucoup moins. Donc, c'est pas la même horloge. Voilà, c'est ça, c'est pas le même. On a plusieurs horloges dans notre magasin. Et parmi les horloges, vous avez vos horloges biologiques qui permettent de déterminer un peu... Mais finalement, les gens sont quand même calés. Hein. Même quand ils sont isolés, par exemple, dans des grottes, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de décalage très, très important hein, du point de vue temporel. Ils tournent toujours, c'est un peu plus long, je crois, c'est plutôt 26 heures ou 27 heures que 24 heures, mais quand même, le rythme s'établit rapidement. Mais il faut différencier votre horloge biologique de votre horloge interne qui est utilisée que pour les durées en tant que telles. Okay. Donc vous parlez en quelque sorte d'autre chose. Tout à fait. C'est pour ça que, d'un point de vue scientifique, ce sont des personnes différentes qui travaillent sur ces différents types d'horloges. Parce que ce ne sont pas les mêmes mécanismes, même si, comme vous venez de dire, l'un peut interférer sur l'autre. Oui, merci beaucoup. D'où l'importance, en effet, de définir de quel temps nous parlons. J'avais vu une question là, oui. Oui, j'avais une question par rapport à l'horloge interne et le ressenti des durées. Donc, j'ai compris qu'effectivement, c'était grâce à des oscillateurs corticaux qu'on avait la conscience de cette durée qui passe. J'ai compris qu'en fonction de nos émotions, on allait plus ou moins sentir un temps court ou un temps long. Ma question, c'est est-ce que cette horloge interne, pourquoi il y a chez certaines personnes, elle est très performante et chez d'autres, non. Par exemple, ma maman n'a absolument pas besoin de montre à la minute près. Elle peut vous dire, et ça dans le temps qu'elle ait 50 ans ou maintenant qu'elle a 75, elle peut dire il est 13h20 sans regarder.
Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est une question d'habitude parce qu'elle est beaucoup entraînée? Est-ce qu'on peut entraîner son cerveau à faire ça? Ou pourquoi, chez certaines personnes, ça va être plus performant que d'autres, ce ressenti, indépendamment de l'émotion qu'elle ressent à ce moment-là? Elle n'a jamais besoin de montre, indépendamment de l'émotion qu'elle ressent. D'abord, tout dépend de la question que vous posez à votre mère. Parce que, est-ce que c'est par rapport à l'heure? Parce que c'est quelqu'un qui se réfère souvent à sa montre. Elle n'a jamais de montre. Oui, elle n'a jamais de montre. Parce qu'il y a ça aussi. Parce que vous avez avez des gens en qui fait. sont calés sur la montre, parce qu'il y a eu tout un apprentissage, et ils ont toujours calé leur vie par rapport à leur montre. Après, si elle a effectivement jamais de montre, il y a quand même des grandes variabilités interindividuelles. Hein. Et par exemple, les personnes qui sont très bonnes du point de vue de l'estimation du temps, à votre avis, quelles sont les personnes qui sont très bonnes du point de vue de l'estimation du temps? Les musiciens. Les musiciens, ce sont des experts. Les musiciens, ce sont des experts du point de vue du temps, mais pourquoi? Parce qu'ils sont soumis en permanence à des rythmes, et ils sont entraînés. C'est vraiment les meilleurs. Et d'autres personnes qui sont aussi bonnes dans les estimations du temps, c'est les sportifs. Parce que les sportifs, ils doivent faire des activités dans un temps donné. Puis vous avez une grande variabilité interindividuelle, vous avez des personnes qui ont plus de difficultés d'un point de vue attentionnel. Et ces gens qui ont plus de difficultés d'un point de vue attentionnel vont être moins bons dans l'estimation du temps. On s'aperçoit que les enfants sont souvent moins bons dans les situations d'estimation du temps parce qu'ils ont des difficultés sur le plan de l'attention. Les enfants qui souffrent d'attention, de troubles d'attention avec hyperactivité ne vont pas être bons dans leur estimation du temps, vont être extrêmement variables, mais c'est un problème d'attention qui crée ces difficultés du point de vue de la perception du temps. Et vous avez aussi plusieurs pathologies. Mais il est évident que normalement, on est tous faits pour s'adapter. Sauf qu'il y a des gens qui sont un peu plus variables que d'autres et d'autres qui sont meilleurs parce qu'ils ont été entraînés en tant que tels. On avait travaillé aussi sur des enfants qui avaient des problèmes parce qu'ils avaient des lésions au niveau du cervelet, qui étaient mauvais dans les synchronisations, quand ils devaient taper à un certain rythme, lié tout simplement au rôle du cervelet dans les synchronisations temporelles. Et on a testé le fait de les entraîner à la synchronisation, comme à taper sur des percussions. Et le fait de s'entraîner à la synchronisation à des rythmes permettait d'améliorer leurs compétences temporelles. Donc certains disent que oui, on peut améliorer les choses grâce à l'entraînement de rythme, grâce au rôle de la musique aussi, d'écouter certaines musiques, surtout quand on commence à vieillir, où on devient plus variable dans les estimations du temps. Certains parlent de thérapie basée sur les rythmes et basée sur les musiques, qui jouent un rôle très important, parce que la musique, c'est vraiment très bien structuré d'un point de vue temporel. Oui, justement sur cette question de la durée et du rythme, parce que est-ce qu'on peut penser une durée sans rythme? Je précise ma question. Parce que dès qu'on a parlé de la durée, on a tendance à faire ce mouvement. Donc en effet, une durée, on peut l'estimer que par une alternance de quelque chose qui va être marqué comme ça. Le rythme, c'est forcément une alternance. Non, pour parler de rythme, d'abord, il faut qu'il y ait trois stimulus. Il faut que c'est... Hop, j'ai pas un stylo qui fait... Ça fait tap, tap, tap. Il faut qu'il y en ait trois pour parler de rythme. C'est-à-dire si vous avez tap, tap, c'est pas un rythme. C'est deux stimulus avec un intervalle. C'est tap, tap, tap. Il faut au moins qu'il y ait trois stimulus pour parler d'un rythme. Après, quand vous parlez réellement de rythme, c'est un intervalle temporel qui est très court. Si vous faites... L'intervalle temporel doit être inférieur à peu près à 1 seconde, 1 seconde 5. Si vous faites rapide, tap, 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 c'est un rythme. Si je fais tap, 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 okay, c'est plus un rythme. Puisque mon dernier stimulus est dissocié de la séquence préalable. Et là, j'ai introduit de la durée. Donc, on n'est plus du rythme dès qu'on dépasse les 1 seconde et demie, on devient de la durée en tant que telle. Mais c'est un intervalle temporel. Et tout ce qui est activité rythmique, on travaille vraiment sur les millisecondes, quoi, dans cet ordre-là. On ne va jamais au-delà de 1 seconde, parce qu'ils décrochent. Et on a par exemple des enfants, on leur demande de se synchroniser à un intervalle. Ce qu'on appelle le tempo moteur spontané, c'est quand vous demandez à un individu de frapper à leur propre rythme. Ce tempo moteur spontané, ça dépend un peu des individus, il se situe entre 400 et 500 millisecondes. Chez les enfants aussi. Sauf que vous pouvez leur demander de se synchroniser à des rythmes plus lents. Les jeunes enfants vont réussir à se synchroniser à un rythme de 600. Puis vous leur demandez un rythme de 800. Pour les petits, ça va être extrêmement difficile. Ça va être extrêmement difficile, et puis souvent, ils ne vont pas réussir et ils vont retourner à leur tempo moteur spontané. Si vous leur demandez encore d'aller, des enfants même un peu plus âgés, d'aller plus loin,
cette fois, ils ne vont pas réussir du tout parce qu'ils vont décrocher. Ils ne sont plus dans du rythme, ils sont dans autre chose. Et comme ils n'arrivent plus à se synchroniser sur quelque chose qui est plus de rythme, ils reviennent à leur tempo moteur spontané, c'est-à-dire leur rythme préféré. Toujours sur cette notion de durée et de rythme lent et court, bon, vous dites que nous n'avons pas d'organe qui nous permet d'estimer la durée. Cependant, effectivement, l'audition, vous parlez des musiciens, oui. Le simple fait de parler et de pouvoir se comprendre nécessite de mesurer des durées qui sont extrêmement courtes. Donc on a quand même un organe qui nous permet d'estimer la durée. C'est parce que j'ai pas dit. J'ai dit on avait un mécanisme. On n'a pas d'organe sensoriel permettant d'estimer la durée. Mais j'ai bien dit qu'on a tout un mécanisme neuronal permettant d'estimer la durée. Donc, d'accord. Et le problème, c'est que vous n'avez pas d'organe. Sauf qu'à chaque fois que vous avez une stimulation sensorielle, comme un son, elle a une propriété temporelle. Et donc, ça va activer, je veux dire, ça va activer les zones sensorielles impliquées dans le traitement de l'audition, et en même temps, ça va activer automatiquement, ça va traiter automatiquement le temps. Puis après, ça va impliquer d'autres structures pour qu'on prête attention au temps et qu'on porte le jugement temporel. Mais donc, on n'a pas d'organe, mais on parle de l'horloge. L'horloge, c'est un peu l'idée comme si on avait un organe, mais c'est pas un organe qui serait propre à celui des autres sens, puisque tout notre cerveau va être sollicité pour traiter le temps. Si c'est l'aspect, on a une stimulation visuelle, ben ça va impliquer nécessairement le cortex occipital, et puis le temps va être traité un peu dans du cortex occipital. Si c'est l'auditif, ça va être traité aussi dans la partie auditive, plus d'autres structures qui viennent jouer un rôle important, telles que l'aire motrice supplémentaire ou le cortex préfrontal. Oui, donc c'est bien quelque chose d'extrêmement global et d'extrêmement complexe. Une autre question. Tout à l'heure, on a cet exemple effectivement qu'on a tous rencontré de personnes qui sont capables effectivement d'avoir une bonne estimation du temps. On connaît aussi tous plus ou moins des gens qui sont capables de se réveiller 2 ou 3 minutes avant le réveil, quelle que soit l'heure du réveil, pour le simple plaisir de pouvoir arrêter le réveil avant qu'il sonne. Donc là, on ne parle plus de rythme et de temps court, on parle sur des temps qui sont quand même beaucoup plus longs. Oui, c'est de l'horloge biologique, c'est les horloges biologiques, ça. Donc il faut bien supposer que nous n'avons pas une, mais plusieurs horloges biologiques. Oui, plusieurs types d'horloges. Plusieurs types d'horloges que nous pouvons utiliser, comparer, combiner peut-être. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des mécanismes qui sont complètement différents. Il peut y avoir des interfaces, mais c'est ce que je vous disais, par exemple, pour les rythmes circadiens, c'est le noyau suprachiasmatique qui va être impliqué là-dedans, mais c'est vraiment une structure particulière qui va impliquer dans ce rythme biologique. Alors que pour l'estimation des durées, c'est la caractéristique temporelle de toutes les stimulations, ce sont d'autres mécanismes qui sont impliqués. Donc vous avez raison. D'une certaine manière, il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs types d'horloges adaptés pour traiter certaines situations temporelles particulières. Que ce soit les rythmes, tels que l'éveil le matin, ou que ce soit l'estimation des durées. C'est pour ça que c'est complexe, parce qu'il n'y a pas... Je veux dire, on utilise tout le terme temps, mais en réalité, il n'y a pas un temps, il y a des temps, et des mécanismes complètement différents. C'est pour ça que des fois, on a du mal à s'entendre entre les disciplines, parce qu'on ne parle pas de la même chose, on n'étudie pas la même chose. Les chronobiologistes, finalement, travaillent très peu avec les psychologues ou ceux qui travaillent dans le domaine des neurosciences, qui étudient les durées courtes. Mais bonjour. Je vous pose une question concernant En fait, est-ce que vous avez une explication sur le fait que musicalement, on émet des métronomes à une même vitesse, mais qui ne débarquent pas en même temps? Et à un certain moment, ils se calent tous et arrivent tous à la même vitesse. Par exemple, le règle sur 60, mais en décalage. Et à un moment donné, voilà. Et la deuxième question que j'avais, qui n'a rien à voir, est-ce que vous avez travaillé sur ce qu'on appelle la résonance de Schumann, qui est donc en fait quelque chose d'exogène, et pour le coup, est-ce que ça affecterait ce que vous savez? Non, ça c'est pas dans notre champ disciplinaire en tant que tel. Donc ça c'est dans d'autres champs disciplinaires tels que la physique, mais c'est pas dans le domaine de la psychologie. La psychologie, on va s'intéresser tout simplement. C'est pour ça que j'ai dit qu'on fait une dissociation. Je veux dire, moi, je me rappelle à un moment donné quand j'avais écrit ma thèse, on est troublé quand on travaille sur le temps. Parce qu'on a envie de comprendre. On a envie de comprendre ce que ça implique. On essaye de lire les travaux en physique. On essaye de lire les travaux du point de vue de la philosophie pour savoir ce qui a été dit. Et je me rappelle, j'avais consacré 2 chapitres entiers sur ces thèmes-là. Et ma directrice de thèse, elle m'a directement déchiré ces chapitres-là en disant non,
On ne fait pas de la philosophie, on ne fait pas de la physique, on fait que de la psychologie, on travaille sur le comportement. Il faut rester dans son champ en tant que tel. Donc il est clair que les psychologues, maintenant, alors qu'ils se sont posés des questions, alors que les théories en physique ont influencé les travaux en psychologie, notamment de Piaget, mais néanmoins, maintenant, on s'est totalement dissocié en disant qu'on reste du côté du comportement, de la conscience humaine, et on ne se pose pas des questions sur la réalité physique ou les dimensions physiques du temps. Quelle est l'importance en fait des temps de l'ennui dans la construction de l'enfant et sur quoi joue-t-il, et est-ce que les nouvelles générations ont peur en fait que leurs enfants s'ennuient et du coup les surchargent d'activités et quelles conséquences ça pourrait avoir? Pour l'ennui, ce que je pense par rapport à l'ennui et l'enfant. Mais là, c'est autre chose, c'est pas spécialement en rapport au temps en tant que tel. Mais c'est vrai que vous avez le problème que... Bon, là, on sait très bien que l'ennui peut être créatif en tant que tel. C'est-à-dire, c'est prendre le temps de profiter du temps, prendre le temps de profiter du présent. Le problème, c'est que souvent, les gens... C'est un problème de sens de sa vie que l'on a. On sait très bien que notre vie, elle est limitée en temps. Et comme notre vie est limitée en temps, on a besoin de donner du sens à cette vie. Et pour donner du sens à cette vie, la tendance, elle est de remplir sans cette vie. Toujours de l'activité, de l'activité, de l'activité. On avale de l'activité, quitte à faire une indigestion en tant que telle. Mais pourquoi on a besoin de cette activité en permanence? C'est des fois par une certaine angoisse de la vie qui passe et le temps qui passe. Pour qu'il y ait un sens à vie, il faut absolument remplir cette vie d'activité. Mais le problème, c'est qu'on surcharge sa vie d'activité, finalement, on oublie le temps et on oublie de prendre plaisir au temps en tant que tel. Donc l'ennui, ce n'est pas spécialement bon, l'ennui, parce que l'enfant peut s'ennuyer, peut être oisif. Mais il ne faut pas non plus aller dans l'excès inverse de remplir sa vie de trop d'activités, parce que c'est le surcharger, et du même camp, il ne prend plus le temps de vivre le présent en tant que tel, de savourer le présent, de savourer le temps. J'en profite parce que ma question était liée à celle du monsieur pour la glisser rapidement. C'est quand même dans votre présentation, vous avez fait un lien entre le temps passe vite quand on prend plaisir à faire quelque chose, et le temps passe lentement quand on s'ennuie. Ça contrarie mon expérience subjective du temps et la façon dont j'y réponds aussi par rapport à cette question de l'angoisse, parce que vous avez très bien montré qu'il y a le temps tel qu'on le ressent dans le moment et le jugement sur le temps dans l'après-coup. Parce qu'il y aurait un paradoxe qui serait amusant, intéressant, c'est que si on prend plaisir à faire quelque chose, le temps passe vite, donc dans l'après-coup, on devrait avoir un jugement négatif, puisque si le temps passe vite, on se dit que ça nous rapproche de l'échéance finale. Donc il y a quand même, si c'est quand même un paradoxe qu'il faut penser, parce que ça rejoint. Ça dépend de votre âge. Ça rejoint, mais ça rejoint un enjeu fondamental qui est quand même par rapport à la question du jeu GEU chez l'enfant et la question de toute forme de créativité qu'on peut avoir dans notre travail, la culture, ne serait-ce que l'activité de lecture, l'activité d'écriture qui me concerne en premier plan, c'est au contraire une activité qui suspend le temps. C'est-à-dire que quand on prend plaisir à faire quelque chose, le jeu chez l'enfant et toutes les formes de travail et de créativité et de création chez l'adulte, c'est un moment où le temps, au contraire, est suspendu. Et qui, de mon point de vue, dans un jugement de l'après-coup, va nous donner aussi un sentiment totalement rassurant par rapport, c'est le typique d'une journée bien remplie où on aura passé des choses à faire qui nous ennuient, on n'aura pas vu passer le temps. Une journée où on aura fait un travail dans lequel notre désir est impliqué est une journée où le temps est suspendu. Donc à mon avis, il y avait quelque chose à discuter par rapport à ça. Oui, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que quand vous dites que le temps se suspend, qu'est-ce que vous entendez par le temps se suspend? Parce que c'est un problème de conscience du temps. Par exemple, dans le cas de la méditation, on leur posait des questions sur le temps, le passage du temps. Et ils racontaient tous que le temps se suspend, comme si le temps n'existait plus. Puis quand on regarde un peu, on leur posait d'autres questions, mais pour eux, le fait de dire que le temps se suspend, le temps n'existe plus, ça voulait dire aussi que le temps passe extrêmement vite. C'est-à-dire qu'ils ne prêtent, dans leur conscience, ils ne prêtent plus attention au temps. Et comme ils ne prêtent plus attention au temps, ils expriment le sentiment que le temps n'existe plus en tant que tel. Donc c'est l'attention que l'on porte, oui ou non, au temps. Par exemple, j'ai évoqué le fait que
avec les personnes âgées, il y avait le sentiment que le temps, on avait le sentiment que le temps passe plus vite en vieillissant, et quand on avait plus de 75 ans, on a au contraire le sentiment que le temps se ralentit. On a le sentiment que le temps ralentit, et c'est lié à notre activité. J'ai dit que c'était lié au fait que les personnes sont en fait plus calmes, en perte d'autonomie, que les personnes sont plus tristes. Mais on a des résultats un peu préliminaires, pas encore publiés, où on a regardé pour les personnes qui étaient en EHPAD, mais qui commençaient à avoir des problèmes de démence. Finalement, quand elles commencent à avoir des problèmes de démence, on s'aperçoit qu'elles commencent à oublier, qu'elles oublient, et du même coup, elles oublient de faire attention au temps. Et comme elles oublient de faire attention au temps, le temps n'est plus dans leur conscience, de nouveau, le temps semble s'envoler pour elles. Donc on voit bien que c'est l'état de conscience que l'on a vis-à-vis du temps qui joue un rôle déterminant. Et du même coup, elles sont aussi plus heureuses. Ça dépend bien sûr mais on avait des évaluations, ça dépend à quel niveau, mais quand on avait une échelle subjective de l'état émotionnel, de leur point de vue, proportionnellement par rapport aux autres qui étaient plus conscientes, qui avaient moins de difficultés sur le plan cognitif, elles étaient relativement plus heureuses, subjectivement. Mais bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Bonsoir et merci. Dans la présentation, la dame en jaune a abordé un sujet qui m'intéressait. C'était, vous avez fait allusion aux 2 mois de vacances chez un enfant de 6 ans qui lui paraissent une éternité. Effectivement, nous, les 2 mois de vacances, j'étais enseignant, ça passerait très vite. Alors, est-ce que c'est farfelu de penser, puisque ça n'a pas été abordé dans la conférence, je ne sais pas si je suis hors sujet, mais est-ce que c'est farfelu de penser qu'un enfant de 6 ans, 1 an pour lui, c'est 1/6 de sa vie. Pour moi, 1 an, c'est 1/60 de ma vie. Donc c'est 10 fois plus. Alors le ratio de 10 fois, est-ce que quand un enfant attend notre compagnie 1 heure dans une salle d'attente chez le médecin, est-ce que pour comparer les vraies choses, il ne faudrait pas utiliser ce ratio de 10? C'est comme si moi, je devais attendre 10 heures. Oui. Donc c'est pour ça que pour un enfant, ça paraît très long 1 heure, et pour moi, ça paraît 10 fois moins, quoi. Ça dépend de l'échelle temporelle que vous utilisez. Si vous utilisez des grandes échelles temporelles, oui, je vous rejoins. Mais du reste, c'est ce qu'on voit. Comme j'ai dit qu'il y avait 2 formes de sentiments, d'expérience subjective du temps. L'expérience subjective du temps au présent, au quotidien, puis l'expérience subjective du temps où vous évaluez par rapport à l'empan de la vie. Ça revient à ce que vous dites. Ça veut dire que finalement, là, effectivement, on peut avoir le sentiment que le temps passe plus vite, mais c'est par rapport au temps qu'on a vécu et au temps qui nous reste à vivre. Et finalement, l'enfant peut avoir un autre rapport par rapport à ça. Mais vous voyez bien que ça va dépendre totalement de l'échelle de temps. Si je me réfère à des échelles de temps beaucoup plus courtes, de quelques minutes, voire de quelques millisecondes ou vers 2 secondes, cette fois non, on ne peut pas se référer à cet empan total de vie, parce qu'on reste dans le quotidien, dans le présent. Mais sinon, vous avez parfaitement raison si vous vous mettez à cette échelle de la vie, sur l'expérience de la conscience du passage du temps sur des périodes très longues. Vous avez parlé de 2 types de mécanismes en fonction du temps qui était évalué, donc des temps très courts et des temps qui dépassaient 2 minutes. Oui, c'est ça. Des minutes, oui. Je me posais la question, et pour évaluer le temps de plusieurs minutes, on était sur des mécanismes qui étaient influencés par l'environnement, la perception, la mémoire, la conscience. Alors, il y a très peu de travaux, en fait. Ouais. On commence seulement les, travaux sur les... tout simplement pour des raisons méthodologiques. Parce qu'il est difficile de prendre des sujets, de les faire attendre pendant... En plus, il faut certaines conditions, il faut plusieurs essais. Donc souvent, c'est des expériences très longues, puisque vous travaillez sur des longues durées en tant que telles. Ma question, c'était, est-ce que, en fait, l'évaluation, la perception des durées très courtes est la même dans différents pays, enfin avec des cultures différentes? Est-ce qu'il y a une influence de la culture sur l'appréhension des durées un petit peu plus longues? Alors, il n'y a pas d'effet sur l'estimation des durées courtes, puisque c'est commun, il n'y a pas d'effet. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que des fois, vous avez des distorsions qui s'effectuent, qui sont différentes en fonction des pays, des cultures. Par exemple, il y a eu des études qui ont été faites où si on a un stimulus qu'on va présenter au centre dans l'écran de l'ordinateur, ou alors on va le présenter plutôt à droite ou plutôt à gauche.
Et on s'aperçoit que quand on va présenter le stimulus plutôt à droite, qu'il y a le déplacement qui se fait du centre vers la droite, que les personnes tendent à surestimer le temps. Parce qu'en fait, ils vont utiliser une représentation spatialisée du temps, telle que la flèche du temps qu'on connaît. Et on a une distorsion qui se fait à cause de cette spatialisation du temps. Le temps aussi lié à l'espace. Mais cette distorsion se fait uniquement dans certains pays, notamment ceux qui vont lire, qui ont pris l'habitude de lire ici, de gauche à droite. On a vu que dans d'autres cultures qui lisaient dans l'autre sens, on n'observait pas ce type de distorsion. Donc ça veut dire que la culture peut avoir un effet par l'apprentissage, le langage, peut avoir un effet sur certaines capacités d'évaluer du temps en produisant certaines distorsions ou pas. Donc la culture va avoir un rôle important en tant que tel. Pour les durées très longues, je ne sais pas exactement, mais ça va dépendre bien entendu de... Pour les durées longues, ce qui va compter, c'est les processus qui vont être stockés en mémoire à long terme et donc de ce que vous allez faire. Donc du même coup, les activités peuvent aussi changer d'un pays à l'autre et d'une culture à l'autre. Il faudrait pouvoir tester exactement les mêmes activités pour voir si effectivement les mécanismes sont aussi totalement communs pour l'estimation des durées longues. Mais je pense qu'effectivement les aspects culturels sont plus marqués pour les durées longues que pour les durées courtes. Ok, donc merci beaucoup. Nous allons mettre un terme à ces entretiens. Nous vous remercions vraiment. Merci. C'est moi qui vous remercie.